Vous regardez Face à vous, votre émission de débat hebdomadaire sur Dash Media. Chers téléspectateurs, bonsoir. Au pouvoir depuis 1982, le président camerounais Paul Biya, 90 ans, a entamé le 6 novembre 2022 sa 40e année de règne à la tête du pays, ce qui fait de lui le deuxième chef d'État à la plus grande longévité après le président de la Guinée équatoriale, Obiangema Bazogo, 43 ans au pouvoir. Combien de temps encore Paul Biya sera-t-il le président du Cameroun? Assumé ou inavoué, la question irrigue les débats. Il est au milieu de son 7e mandat et garde le mystère sur ses intentions pour 2025 et sur ses préférences, s'il en a, sur le scénario de l'après-Biya. Une situation floue et préoccupante pour de nombreux Camerounais qui se demandent ce qu'ils deviendront après ce régime. Durant les 90 prochaines minutes, nous ferons le point autour de la thématique Paul Biya, 40 ans au pouvoir. Quel bilan? C'est dans un petit moment, juste après cet élément vidéo. À vous la régie. On s'adresse au président du Cameroun. Vous êtes au pouvoir depuis 1982, qui fait qu'aujourd'hui vous êtes un des présidents les plus anciens de la planète. Vous avez été élu plusieurs fois, vous avez fait plusieurs septennats et effectivement la constitution camerounaise ne limite pas le nombre de mandats. Il y aura un prochain mandat dans 3 ans. Je voudrais savoir dans quel état d'esprit déjà vous êtes. Est-ce que vous imaginez qu'encore un mandat serait le bienvenu? Est-ce que vous pensez plutôt passer la main et considérer qu'une retraite peut-être serait bien méritée? Dans quel état d'esprit vous êtes aujourd'hui? Je vous remercie. Je commencerai par dire que ne dure pas au pouvoir qui veut, mais dure qui peut. Je ferai une deuxième observation, c'est que je ne suis pas à la tête de l'État par la force. Je n'ai pas acquis le pouvoir de manière dictatoriale. J'ai toujours été élu par le peuple. Et en ce moment, je suis en train de terminer un mandat qui m'a été donné par le peuple. Et d'ailleurs, il y avait d'autres candidats. Ma question, espérez-vous briguer un nouveau mandat en 2025 ou souhaitez-vous qu'une nouvelle génération représente le RDPC à la prochaine présidentielle? Vous ne m'entendez pas. Madame demande si en fait, tu veux briguer un nouveau mandat en 2025 pour le compte du parti. Je suis votre ambassadeur. Je vous remercie, madame. Comme vous savez, le Cameroun est dirigé conformément à sa constitution. D'après cette constitution, le mandat que je mène a une durée de 7 ans. Alors, essayez de faire la soustraction. 7 moins 4 ou 3. Et vous saurez combien de temps il me reste à diriger le pays. Mais autrement, ça sera sûr. Quand ce mandat arrivera à expiration, vous serez informés sur le point de savoir si je reste ou si je m'en vais au village. De retour sur le plateau de cette émission et dès l'entame, justement, je tiens à m'adresser avec beaucoup de véhémence et de sérieux au MRC. Le journalisme est un métier libre et le journaliste l'est d'autant plus. Je ne me laisserai pas influencer ou alors menacer par qui que ce soit dans l'exercice de mes fonctions. Dans le cadre de ce débat, les principaux partis d'opposition ont été conviés afin de laisser chacun donner son avis sur le thème du jour. Il n'était donc en aucun cas question que je refuse l'accès à ce plateau à M. Alex Nguépi, qui est militant du SDF et ancien du MRC, pour qu'il puisse venir s'exprimer au nom de son parti comme tous les autres sur ce plateau, sous prétexte que le code du MRC, qui est
interdit la conduite interne de ce code et qui ne me concerne absolument pas, vous interdirez de partager un plateau avec un ex-militant. Pierre-Emmanuel Bignam et Brice Djolako m'ont contacté à cet effet et je continuerai de le dire. Votre requête était maladroite et surtout, je ne suis pas de ces journalistes concourants ou qu'on influence. Ceci dit, passons donc dans le vif de ce sujet, ce qui nous a tous réunis ici à ma gauche. Donc, nous avons M. Alex Nguepi qui est un homme politique et militant du SDF. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir aux socialistes, aux sociaux-démocrates du Cameroun. Bonsoir, militants du SDF. Je vais, puisque la question me concerne directement, il est important que j'apporte quelques éclaircissements. Je suis militant du SDF. Le MRC, auparavant, a eu à tout faire pour que je ne partage pas les plateaux, notamment Equinox. Je vais citer STV et plusieurs plateaux. L'incident a déjà eu lieu dans le cadre du plateau de Royal FM, l'émission de 17h, 19h. Vous avez utilisé les mêmes pressions face aux journalistes et les journalistes aussi avaient dû réitérer les mêmes propos comme vous. Il s'avère que, étant dans le militant du SDF en ce jour, le MRC a le droit de refuser un plateau. Bien Ils sont sûr. plus absolus. Le MRC n'a pas le droit d'empêcher à un parti politique de s'exprimer sur un plateau. Qu'on soit clair dessus. Ou de demander qu'on retire un militant d'une formation politique parce que ce militant ne leur plaît pas. Encore, ils se disent de l'opposition. C'est surprenant, c'est à dénoncer de voir un parti politique se dire de l'opposition refuser l'accès à un média, à la libre expression, à un autre d'une formation politique de l'opposition. Ce sont des principes fondamentaux de liberté d'expression. On ne saurait dire que, comme ils aiment si bien le dire, que le RDPC est une dictature, que le RDPC refuse la liberté d'expression et le fait dans le MRC. Je suppose que ceux qui l'ont fait ne l'ont pas fait au nom du MRC. Je suppose que le président Maurice Kamto ne va pas cautionner ça et qu'il va fermement condamner. D'ailleurs, j'appelle les militants du SDF, les cadres de mon parti, le SDF, qui m'a mandaté sur ce plateau à prendre ce problème à cœur parce que le faire, c'est empêcher au SDF de s'exprimer. Le SDF est une formation politique. La plupart des militants, certains militants du MRC qui s'expriment sur cette télévision ont été militants du SDF. Et à jamais le SDF a demandé qu'ils ne vont pas faire de plateau avec les militants du SDF. Monsieur le maire Wafo, qui est un ancien militant du SDF, jamais je ne saurais refuser un plateau avec lui. Donc il est important que les partis politiques d'opposition tirent les leçons sur ce qui vient de se passer et que le MRC ne refasse plus jamais ce genre d'erreur. Ce n'est pas en démocratie qu'on devrait vivre cela. Nous sommes un pays démocratique, je suppose, et le MRC est un parti qui prône la liberté d'expression et ne devrait pas avoir ce genre de comportement. Et je tiens également à spécifier que les journalistes également ne devraient pas céder à ce type de pression. Tout le monde a le droit de donner son avis, tous les partis politiques ont le droit de communiquer et de parler de leurs idéologies normalement pour pouvoir avoir beaucoup plus de militants ou alors un électorat pour leur compte. Alors on continue les présentations de notre panel. Donc à ma droite, nous avons Daniel Makoma Oum qui est conseiller municipal et militant du PCRN. Bonsoir. Bonsoir Mbala, bonsoir à vos millions de téléspectateurs, bonsoir à vos techniciens en studio et derrière la vitrine, bonsoir à mes co-panélistes. Je suis en proie à des sentiments contradictoires, heureux d'être sur un plateau pour partager avec les Camerounais le peu de savoir que je peux avoir au nom du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, mais un peu influencé quand même d'être à côté du panéliste que vous allez présenter tout à l'heure, l'un des meilleurs du parti au pouvoir, parce que lorsqu'on doit rencontrer ce genre de panéliste, on réfléchit toujours à deux fois avant de venir. Donc c'est un honneur d'être là avec vous. Permettez-moi de commencer avec ce coup de gueule. Le trio RDPC, Eneo, Sonatrel nous a promis que le 1er mars, le 31 mars 2023 serait la fin des délestages au Cameroun. Ouais. Parce que des dispositions auraient été prises pour que nous ne vivions plus ces désagréments. Malheureusement, aujourd'hui encore à PK17 où je vis, nous sommes à 7 jours sans électricité. J'ai rappelé la fois dernière qu'en face, Golfine, PK13, on a fait 2 semaines sans électricité. En Ngonjo, PK12, on a fait 3 semaines sans électricité. Je crois que cette situation devrait interpeller les Camerounais. On a fini avec le boycott des opérateurs de téléphonie mobile avec le mode avion. Je crois qu'il faudrait peut-être qu'on lance un message d'alerte à la Sonatrel et à Eneo
et à leurs complices du RDPC pour que nos conditions puissent s'améliorer, qu'on ait le minimum, c'est-à-dire avoir de l'électricité pour pouvoir vivre. Pour ajouter un peu d'eau à votre moulin, ce n'est pas juste ces quartiers qui sont touchés par les problèmes de délestage, même les quartiers UP, notamment Bonandior, Bonapriso, tout le monde est un peu touché. Alors, monsieur du RDPC, le docteur Rifoué, en remplacement de l'honorable Samuel Dieudonné Motte, qui a été empêché à la dernière minute. Bonsoir. Bonsoir madame, bonsoir au panel, bonsoir à Damien, bonsoir à Alex, bonsoir à tous ceux qui nous écoutent ce soir. Je crois que le sujet de l'absence d'électricité, l'absence conjoncturelle d'électricité n'est pas vraiment à l'ordre du jour. C'est effectivement regrettable qu'on ait des Camerounais qui soient privés d'électricité en raison de la conjoncture. Il faut quand même rappeler que le secteur énergétique est un secteur qui a été libéralisé. Donc, j'invite mon frère Damien Macon, qui est un opérateur économique, à réfléchir aux voies et moyens de rentrer dans ce secteur afin d'augmenter l'offre énergétique, ce qui pourra permettre de résorber ces déficits-là, parce que, de toute évidence, il n'appartient pas au gouvernement d'être le seul opérateur qui fasse les investissements dans le secteur. Mais je voudrais quand même, si vous le permettez, dire un mot sur cette situation qui est regrettable. La liberté d'expression est quelque chose de sacré et il n'appartient pas aux formations politiques de choisir ceux qui vont communiquer pour les autres formations politiques. Je pense qu'il est important que nous le sachions et c'est regrettable que le MRC se comporte de la sorte, c'est-à-dire essaye de silencier M. Alex Nguépi simplement au prétexte qu'il est un ancien militant de cette formation politique et qu'il pourrait tenir un discours qui les dérange. Si nous, on se comportait, nous qui sommes au pouvoir, on se comportait de la sorte parce qu'eux aussi tiennent un discours qui nous dérange, on ne ferait jamais de plateau avec eux. Donc, j'espère qu'ils vont revenir à de meilleurs sentiments et qu'ils vont mettre fin à cette situation qui ne les honore pas. Merci. Alors, vous gardez tout de même la parole pour vous poser la question, justement, l'objet de notre plateau. Aujourd'hui, Paul Biya, 40 ans au pouvoir, quel bilan faites-vous en tant que membre, vous-même, militant du RDPC? Non, mais écoutez, lorsqu'il faut faire le bilan de 40 ans de règne, bon, pour ceux qui ont fait un peu de comptabilité, le bilan, c'est l'actif et le passif. Sans vouloir entrer dans les détails, ça signifie simplement que vous avez des choses que vous pouvez considérer comme étant des points positifs. Ensuite, il y a un certain nombre d'insuffisances qu'il faut relever. Mais les insuffisances sont-elles plus que les choses positives? Avant d'y arriver, il faut toujours remettre tout ça en contexte. Il y a une conjoncture qui va influencer les résultats que vous produisez, parce que le bilan, c'est le résultat à la fin. Mais il y a une conjoncture qui va avoir une incidence sur les réalisations. Et la conjoncture du Cameroun, durant ces 40 ans, ça a été, entre 82 et 85, une économie en pleine expansion, avec des taux de croissance positifs. Et puis, à partir de 85, une économie en contraction, en repli. Et ce repli va être très marqué après les années 90. Et nous allons en sortir autour de 2005 avec l'atteinte de l'initiative PPTE. À partir de ce moment-là, il y a à nouveau une expansion qui se fait. Donc, le bilan est tributaire de cette conjoncture qui est une conjoncture économique particulière, faite de périodes d'expansion et de périodes de contraction. Maintenant, si vous voulez qu'on fasse le bilan, il faut qu'on y aille secteur par secteur, parce que l'action publique est une action publique sectorielle. Donc, je ne sais pas, vous souhaitez qu'on aborde quel secteur pour rester factuel? Nous parlons là du bilan politique, hein. Nous sommes en politique, nous parlons du bilan politique, de la gestion de l'État depuis 40 ans par le même homme et le même parti, bien sûr, dont vous êtes militant. Je vous suis parfaitement. Mais bien sûr. Si vous dites bilan politique, ça peut être simplement le bilan dans la conquête et la conservation du pouvoir. Depuis l'élection, depuis le plébiscite de 1985, parce que c'est la première élection à laquelle le président Paul Biya participe, le président Biya a remporté toutes les élections présidentielles auxquelles il a participé. Je pense que, comme disent souvent les Ivoiriens, en matière de compétition politique, au Cameroun, il n'y a pas son deux.
puisque personne n'a réussi à lui faire mordre la poussière. Maintenant, pour ce qui est de l'action de l'État au service des populations, il faut regarder secteur par secteur. Toujours géré par le chef de l'État. Hein. Bien sûr, bien sûr. Le bilan, on le met à son actif ou à son passif, c'est-à-dire que c'est le chef de l'État qui est responsable. Oui. Bon, je vais prendre quelques indicateurs pour qu'on se comprenne bien. Non, vous pourrez revenir tout à l'heure. Monsieur Alexis Guépich, Paul Biya, 40 ans au pouvoir, quel bilan faites-vous? Oui, il faut dire que 40 ans au pouvoir, ce n'est pas donné. J'ai encore suivi ce discours qui disait que lorsque le président de la République disait que Dieu peut pouvoir qui veut et non qui peut et non qui veut, c'est un message assez fort. C'est à croire que les Camerounais sont des idiots. Quand on suit cela, bon, on ne va pas dire comme ça. Il a bien dit qui veut, qui peut et non qui veut. Quel bilan donner? Le bilan peut être élargi sur plusieurs aspects. Effectivement, le bilan économique, il y a le bilan sociopolitique, il y a le bilan culturel, il y a le bilan anthropologique. Il y a plusieurs formes de bilan qu'on peut sortir. Pour l'instant, je vais attaquer un plan de bilan économique. Hein, parce qu'en fait, c'est l'économie qui donne le niveau de vie des populations. Alors, sur le bilan économique, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le Cameroun, en 1982, le niveau de vie était plus ou moins acceptable. Le taux de chômage était assez réduit. Les Camerounais, les étrangers venaient travailler au Cameroun. Nous avons les Centrafricains, les Congolais, les Maliens qui venaient trouver de l'emploi au Cameroun. Nous avons l'existence de plusieurs entreprises. Nous avons l'existence de Camerco, qui était une flotte assez vaste. Nous avons la création des zones industrielles, comme la zone industrielle, les zones industrielles qui se trouvent à Bonabéry et qui se trouvent aussi du côté de Dokoti. Nous avons à l'UQAM qui fonctionnait à merveille. Nous avons la fourniture électrique il y avait un rationnement électrique parfait. Les populations n'étaient pas les zones rurales, nous avons l'aménagement routier qui était assez conséquent pour les zones rurales, c'est-à-dire que les grands travaux d'infrastructure étaient réalisés sous l'ère Aïdjo. Nous avons la construction des cités pour les logements sociaux, comme la cité Boulamstadi, la cité verte, Kansi, qui étaient lancés, des gros projets d'infrastructure routière d'habitat qui étaient lancés. Nous avons on forçait les Camerounais à aller dans la fonction publique. Le Camerounais avait le choix de ne pas être fonctionnaire. C'est-à-dire qu'être fonctionnaire, c'était la précarité en fait. Les Camerounais pouvaient être dans les secteurs privés et avoir les meilleurs salaires. Nous avons une masse salariale assez élevée, des enseignants étaient très bien payés. L'indice de développement du Cameroun était assez élevé. Le niveau de vie du Cameroun était assez élevé. Donc, si on s'en va sur le plan économique, nous avons la création de la CDC. En fait, le Cameroun était un pays, sur le plan économique, était un pays en voie de développement. Le Cameroun n'avait rien à envier à la Côte d'Ivoire. Le Cameroun n'avait rien à envier au Ghana. Le Cameroun n'avait rien à envier au Gabon. Le Cameroun était un pays qui avait un essor réel. Maintenant, 40 ans plus tard, qu'est-ce qui reste? Toutes les entreprises ont été privatisées. La Cameco est inexistante, s'il faut dire. Les liaisons, à l'époque, la Cameco faisait des liaisons nord-sud. Chez moi, à Tchang, il y avait l'aéroport où la Cameco desservait. C'est-à-dire qu'on pouvait tous les devoirs là pour Tchang. Avec un avion de Cameco, ce qui est impossible aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, tout des gros, à l'UQAM ne fonctionne plus. À l'UQAM a de grosses dettes. La structure qui était un de transport urbain camerounais qui permettait aux Camerounais de se déplacer à moindre coût n'existait plus aujourd'hui. Nous allons de catastrophe en catastrophe. Vous allez au niveau de l'industrie, plusieurs groupes industriels ont été fermés, plusieurs banques ont été fermées, parce qu'on dit qu'avant 1982, plusieurs groupes bancaires existaient, aujourd'hui ce n'est plus le cas. Donc, sur le plan économique, il faudrait être mal intentionné pour reconnaître que le bilan de M. Paul Biya est positif. Son bilan est catastrophique. On pourrait même d'ailleurs éplurer dessus à longueur de journée. Je ne vois pas un seul plan parce qu'ils vont nous parler du PIB, ils vont nous parler des choses. Mais il faut dire qu'à l'époque, en 1982, le Cameroun avait un budget de moins de 200 milliards de francs CFA. Il faut qu'on le dise, moins de 200 milliards de francs CFA pour une population d'à peu près 8 millions d'habitants. Maintenant, nous sommes en 2023. Le Cameroun a une population estimée à 30 millions. À 30 millions de 27 millions et poussière, d'habitants, 30 millions d'habitants. Le budget a été quintuplé, c'est-à-dire de 200 milliards à 6 000 milliards de francs CFA. Vous comprenez un peu? Donc, pour dire que si la population a fait x3, le budget du Camerounais a fait x20, pour ne pas dire x30. Donc, le ratio entre la masse budgétaire, les ressources de l'État qui sont accrues de 1982
en 2023 sont énormes, mais les retombées que chaque professionnel comme devra avoir sont minimes, sont inexistantes. Donc, l'assurance maladie, les universités qui n'étaient pas payées en 1982, les bourses qui étaient accordées aux étudiants camerounais, tout ça n'existe plus. Donc, ce bilan économique de 40 ans de règne, s'il faut parler de ça, je crois que le RDPC devrait entrer sous leurs chaussures. Alors, Monsieur Makone, à vous de nous donner votre avis. Que peut-on espérer d'un régime qui a fait 40 ans à la tête d'un État? Quel bilan peut-on faire? Alors, faire le bilan de vie de 10 ans d'une personne, c'est difficile. 41 ans de règne sans partage, c'est fastidieux, vous le reconnaîtrez. Mais lorsque vient le moment de faire le bilan d'un homme politique, on peut le faire sur le prisme de ses promesses, des engagements qu'il a pris. Alors, M. Biya a pris un certain nombre d'engagements sur le plan politique. Il a promis aux Camerounais l'émergence en 2035. Je rappelle qu'en 2035, il aura donc 102 ans officiellement. Et cette promesse faisait suite à une autre promesse qu'il a faite aux Camerounais sur le plan économique, c'est qu'il faudrait que l'on retienne qu'il est celui qui aura apporté le progrès. Alors, sur ce plan, l'émergence, ce n'est pas quelque chose qui se décrète. L'émergence, c'est quelque chose qui se constate sur la base d'un certain nombre de critères. Il y en a 4, mais je vais insister sur le premier. Pour être émergent, il faut que vous ayez un taux de croissance constant sur 10 ans à 2 chiffres. Or, le Cameroun, officiellement, a un taux de croissance de 3,6%. Lorsque M. Biya prenait le pouvoir en 1982, le taux de croissance du Cameroun était de 7,5%. 6 ans plus tard, c'est-à-dire en 1988, il a réussi à inverser la tendance. Il est passé de 7,5% à moins 7,8%. Je rappelle que depuis 41 ans, M. Biya, le plus fort taux de croissance de M. Biya était en 2004, il avait fait 7%. Aujourd'hui, nous sommes à 3,6%. Les chiffres de la Banque mondiale nous disent que la progression de notre taux, de notre PIB, est de l'ordre de 7% là. Si vous faites le petit calcul, vous vous rendez compte qu'en 2035, nous serons exactement à 9,2%. Or, je vous ai dit d'entame que l'une des conditions, c'est que vous ayez un taux de croissance à 2 chiffres, constant sur 10 ans. Donc, d'après cette hypothèse de la Banque mondiale, l'émergence en 2035 est impossible. Nous aurons un taux de croissance à 2 chiffres en 2037. Et pour compter les 10 ans, nous serons donc en 2045. De ce seul point de vue, c'est-à-dire du point de vue du taux de croissance, nous pouvons donc être émergents, selon la Banque mondiale, en 2047. Ça, c'est le premier élément, qui est le taux de croissance. Le deuxième élément, c'est la population. Des experts conviennent de dire que pour être émergent, il faut avoir un marché intérieur assez dense. Ils parlent de 70 à 100 millions d'habitants environ. Le Cameroun, d'après les prévisions de la Banque mondiale toujours, sera autour de 50 millions d'habitants en 2035. Donc, de ce point de vue aussi, il est difficile d'envisager une émergence. Le troisième point, c'est d'avoir une économie diversifiée et dynamique. Une économie diversifiée et dynamique, ça veut dire que vous ne devez pas être dépendant de l'extérieur. Or, depuis 41 ans, la balance commerciale du Cameroun est déficitaire. Pourtant, on produit quelques produits finis, essentiellement de matières premières. Justement, en parlant de matières premières, pour que votre économie soit dynamique, il ne faut pas que les exportations soient dépendantes des matières premières. Or, je vous rappelle que le bois, le pétrole et la banane représentent exactement en 2022 82% de nos exportations. De ce seul point de vue, il est impossible que nous atteignions l'émergence en 2035. Alors vous rejoignez Alex Guépi pour dire que il y a un dernier élément, si vous permettez, parce que je pourrais ressasser toutes ces entreprises qu'en 1971, nous avions la plus grande flotte aérienne d'Afrique, que nous avions l'une des plus importantes flottes maritimes avec la Camship, que nous avions la régie Fercam avec 224 wagons qui a été liquidée par M. Biya à M. Bolloré. Je peux prendre tous ces éléments pour vous démontrer que le bilan est catastrophique. Mais si vous permettez, je vais finir avec quelque chose. Parce qu'il prend lui-même une direction, M. Biya. Lorsque vient le moment d'orienter un pays vers l'émergence, vous avez 2 choix. Soit la grande poussée, le big push, soit, comment vous appelez ça, la transformation structurelle. M. Biya a fait le choix de la transformation structurelle. Il a donc pris 3 secteurs comme étant des secteurs prioritaires. L'agriculture, l'énergie et les voies de communication. Parlons simplement de l'agriculture pour que je ne monopolise pas la parole.
2023, le budget du ministère de l'Agriculture est de 117 milliards. Celui du ministère de l'Urbanisme et Développement, etc., est de 118 milliards. Le budget de la ligne 65, c'est-à-dire les dépenses communes, est de 348 milliards. Cela témoigne du manque de volonté, c'est-à-dire qu'il y a une contradiction entre ce qu'on proclame dans les papiers et dans les textes et ce qu'on fait. Ça veut, si vous dites que l'agriculture est un des secteurs prioritaires, on aurait dû avoir depuis longtemps un plan qui oriente l'éducation nationale, de sorte que les métiers de l'agriculture soient priorisés. Ou beaucoup plus d'industrie pour la transformation. On aurait dû avoir une réforme foncière qui permet à ce que l'on ait facilement accès à la terre. On aurait dû avoir un plan, sur le plan juridique, un certain nombre d'incitations qui permettent aux Camerounais de s'intéresser davantage à l'agriculture. Au lieu de quoi, dans mon pays, en 2023, on continue d'importer les cure-dents, on continue d'importer le riz. Je vous rappelle que si on n'importe pas le riz au Cameroun, nous n'atteignons pas la surveillance alimentaire parce qu'il y aura la famine au Cameroun. Voilà donc quelqu'un qui a dit, en répondant à un journaliste français, que je souhaite qu'on retienne de moi, celui qui aura apporté la prospérité au Cameroun, qui a plombé 52 entreprises publiques. Et aujourd'hui, on en arrive, madame, je finis par là, à importer 450 000, 500 000 ordinateurs de l'étranger, alors qu'avec le même argent qu'on a investi pour cette importation, on aurait pu créer une industrie locale. Madame, c'est juste un jeu, c'est du bluff. D'accord. Alors, docteur Rifoué, que je vois sourire, avez-vous quelque chose à répondre à ça? Ou alors, je vais vous poser la question, selon vous, est-ce que le Cameroun est vraiment un État démocratique? Non, mais vous pouvez répondre, hein, juste avant. Avant de répondre sur la question de savoir si on est un État démocratique, je voudrais faire quelques rappels qui me permettront de répondre à la description apocalyptique qui a été faite par Alex Nguepi et Damien Macon du bilan du président Biya. Déjà sur la question de la projection. Sur la question de la projection, je crois qu'il faut rester prudent. C'est vrai que pour atteindre l'émergence, il faut pas forcément avoir un taux de croissance à 2 chiffres, mais il faut avoir un taux de croissance qui soit au minimum de 7% sur à peu près une décennie. Pour le moment, et le président lui-même a fait le constat, nous n'avons pas encore atteint ce cap-là. Et la stratégie, la SND 30, vise justement à permettre de franchir ce cap. Pour prendre un exemple, le gouvernement vient d'adopter une stratégie nationale de production du riz qui va nous permettre justement à l'horizon 2030, par exemple, de passer d'importateurs nets à exportateurs, c'est-à-dire que nous allons atteindre l'autosuffisance. C'est un plan qui va coûter 350 milliards. Mais grâce à ça, nous devons être capables, à l'horizon 2030, de produire 750 000 tonnes de riz. Merci. Mais on a effectivement eu des problèmes parce que la manière dont on a géré le DSCE ne nous a pas permis d'atteindre les objectifs qui ont été fixés. Et quand vous lisez SND 30 dans l'introduction, c'est une évaluation sans complaisance de ce qui a été fait jusque-là. Donc effectivement, il y a des insuffisances. Mais le fait qu'il y ait des insuffisances ne signifie pas que rien n'a été fait. Premièrement, le gouvernement a pris une option qui est une option claire. On a libéralisé l'économie. Ça signifie que l'État n'est pas un opérateur. Mais oui, l'État n'a pas vocation à administrer 50, 60, 70 entreprises. Pourquoi vous pensez ça? Ça fonctionne bien dans d'autres pays africains? Non. Mais lesquels? Moi, je suis désolé, l'État est un mauvais acteur économique parce que la rationalité politique n'a souvent rien à voir avec la rationalité économique. Bien sûr. Et de ce point de vue-là, beaucoup d'entreprises qui ont été citées ça et là sont des entreprises qui, moi, je suis désolé, qui ne gagnent pas d'argent. Moi, je suis fils de comptable. Et malheureusement pour Damien, malheureusement pour Nguepi, mon père a souvent eu à auditer un certain nombre de ces entreprises. Aucune. J'ai toujours demandé à ceux qui nous citent ces entreprises-là, est-ce que vous pouvez me donner le nom d'une seule entreprise et l'année durant laquelle son bilan était positif? La Camerco, je crois. Non. La Camerco a eu de beaux jours. Les beaux jours, c'était on a des avions, ainsi de suite. Mais le bilan, c'est en fin d'exercice, être capable de nous dire comme Éthiopienne,
Au terme de cet exercice, on a dégagé 2 millions de francs CFA d'excédent. Au lieu de ça, de manière récurrente, on avait une situation dans laquelle l'État central devait subventionner ces entreprises. Et ce qui s'est passé justement, c'est que quand il y a eu un retournement de conjoncture, c'est-à-dire à partir de 1985, l'État n'était plus capable d'apporter l'appui qui permettait de supplémenter ces entreprises et elles ont fait faillite. Mais je suis désolé. Mais pensez-vous que ces entreprises n'avaient pas leur rôle à jouer, surtout pour ces entreprises avaient leur rôle à jouer. Je dis, je suis désolé. Pourquoi? Parce que autant ces entreprises ont disparu, et moi je suis partisan de ce que les économistes appellent la destruction créatrice, c'est-à-dire que c'est aussi parce que ces entreprises-là ont disparu que nous avons un certain nombre d'entreprises qui sont aujourd'hui portées par les privés. Le groupe d'Ampoule n'existait pas à cette époque-là. Afriland, qui est la première banque de la zone CEMAC, n'existait pas à ce moment-là. Le Congelcam n'existait pas à ce moment-là. Mais ce sont des entreprises qui existent et qui emploient des milliers de Camerounais. Oui. Mais on ne va pas cracher là-dessus simplement parce qu'il y a 2 ou 3 entreprises qui ont disparu. Oui, il y a des entreprises qui ont disparu. Il y en a d'autres qui ont été créées et avec l'appui de l'État. Je reviens d'ailleurs là-dessus pour indiquer à mon ami Damien qu'il y a un certain nombre de politiques qui sont mises en œuvre pour accompagner l'investissement dans le secteur agricole. Aujourd'hui, tous les intrants ou presque qui peuvent vous permettre d'investir dans l'agriculture, que ce soit en machines, que ce soit en engrais, que ce soit en semences, sont totalement détaxés. Il est transitaire, donc il le sait mieux que moi. Mais comment est-ce qu'on veut que le gouvernement accompagne les opérateurs économiques dans ce pays? Il faudrait que le gouvernement lui-même devienne agriculteur? Non. Il faut que des gens comme Damien, il faut que des gens comme Alex disent « Ok, nous on veut rentrer dans le secteur ». Et encore, quand il dit qu'il est difficile d'acquérir des terres, notamment les terres agricoles dans ce pays, non, soyons sérieux. On a beau jeu d'accuser les concessions qui sont faites aux entreprises étrangères, qui sont capables d'investir sur des milliers d'hectares, mais que ce soit lui ou moi, si on veut acheter des terres agricoles, je ne sais pas moi, dans l'Oncam ou dans le Mungo, ça ne coûte pas la peau des fesses. Les prix sont encore raisonnables parce que je crois sur les terres agricoles, il y a des zones dans lesquelles vous avez à 100 000, 200 000, 1 hectare de terre agricole. Ça va vous coûter un peu d'argent, ça va vous coûter davantage d'argent pour faire de la mise en valeur. Oui, mais je dis, à l'achat, les coûts ne sont pas exorbitants et il faut que les jeunes s'investissent là-dessus. Il faut qu'on sorte du paradigme dans lequel l'État doit tout faire. Est-ce que vous savez que même pour faire ça, il faut un accompagnement? Même quand vous demandez à la jeunesse de faire des choses, il faut être accompagné par l'État. Non, mais justement, c'est le rôle de l'État. Et il existe un certain nombre de programmes, notamment au niveau du ministère de l'Agriculture et du MINEPIA, pour permettre à ceux qui veulent rentrer dans ces secteurs de rentrer. Vous êtes quand même d'accord avec moi que ces entreprises, ces institutions-là ne communiquent pas beaucoup là-dessus? Effectivement, il y a un déficit de communication. J'indiquais par ailleurs que vous avez, je crois au ministère de l'Agriculture, vous avez à peu près 27 programmes qui existent. Mais les Camerounais ne savent pas forcément comment ces programmes fonctionnent. Qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir bénéficier d'un accompagnement? Mais justement, pour une mise en valeur de l'agriculture, est-ce que vous trouvez normal, le ministère de l'Agriculture, 117 milliards de budget? Ça, c'est le budget. Pourtant, le taux de chômage est hyper élevé au Cameroun et touche surtout la jeunesse. Je vous ai indiqué, c'est-à-dire, si vous voulez faire la somme de ce que le gouvernement met dans l'agriculture, il ne faut pas vous limiter au budget du ministère. Il faut tenir compte du budget des programmes et des projets qui sont gérés par ce ministère. Et certains de ces projets qui sont inconnus du public, surtout, tous ces projets. Qui sont mal connus, pas inconnus. Alors, maintenant, dernière chose, si vous permettez. En quelques secondes, s'il vous plaît. Quelques indicateurs. Lorsque le président Biya arrive au pouvoir, il y a à peine 3 établissements du secondaire dans une ville comme Douala. Il y en a une trentaine aujourd'hui. À cette époque-là, pour aller au lycée, vous deviez faire 15 km. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Second indicateur, il aime bien citer les données de la Banque mondiale. La Banque mondiale a fait une étude récemment sur le volume de la classe moyenne dans un certain nombre de pays africains. Et le curseur, c'est quoi? Combien de personnes sont capables de vivre avec 6 500 par jour, c'est-à-dire $10. Au Cameroun, ce volume, c'est à peu près 3 100 000 personnes
3 100 000 personnes, c'est-à-dire un peu plus de 10% de la population. L'ONU rappelle que 26% de la population camerounaise vit dans l'extrême pauvreté. C'est un rapport de cette année également. Nous sommes d'accord là-dessus. Mais je dis qu'au Cameroun, la classe moyenne représente plus de 3 millions de personnes. C'est à peu près 10% de la population. Vous pouvez estimer que c'est peu. Sur 27 millions, 28, c'est quand même oui, quand même vous peu. pouvez estimer que c'est peu. Mais lorsque vous comparez ce volume à celui d'autres pays, vous vous rendez compte que le résultat du Cameroun est un résultat largement positif. Au Nigeria, ils sont 3 700 000 sur une population de 220 millions d'habitants, c'est-à-dire à peine 1,5% de la population de ce pays-là. Allez-y rapidement avant Madame de... Malade, Oui. si vous voulez, vous prendrez le reste de mon temps de parole, mais je ne peux pas laisser passer toutes ces choses qui ont été dites là par mon frère Rifoué, docteur Rifoué. Alors, je rappelle d'abord qu'il y a des secteurs de souveraineté dans un pays qui ne doivent pas être bradés, qui ne doivent pas être privatisés. Il y a la santé, il y a l'eau, il y a l'électricité, un certain nombre de secteurs prioritaires. Si l'État se dessaisit de ces secteurs-là, alors l'État a échoué. Ça, c'est une première chose. Je réponds, c'est pour ça que je suis obligé de dire. Bruno Lottier nous entretient sur le caractère social des entreprises publiques. Ce que le docteur Rifoué refuse de vous dire, mais qu'il sait pourtant, c'est qu'un certain nombre d'entreprises existaient justement pour garantir un certain équilibre social. Du point de vue de l'emploi, du point de vue de l'accès à un certain nombre de produits à des coûts avantageux par rapport aux étrangers, etc., etc. Il sait donc que la mort d'un certain nombre d'entreprises, ou alors la privatisation d'un certain nombre d'entreprises, a donné un coup fatal à l'économie du Cameroun. Alors, non, mais Damien, je suis d'accord là-dessus, sauf que nous sommes dans un monde qui se libéralise. Oui. Sauf à nous dire qu'il fallait aller à contresens. Non, il évoque l'idée selon laquelle l'existence des entreprises publiques empêcherait l'éclosion d'un secteur privé fort. Mais ce n'est pas vrai. Je constate que c'est au moment où le secteur public a commencé à perdre du volume que l'initiative privée a pris le relais. Vous pourriez tout aussi constater que l'initiative privée a dû obligatoirement prendre le relais parce qu'elle a constaté l'absence totale du public. Mais il faut que je continue sur quelque chose. Je suis, sans te couper, Damien, je suis en désaccord pour une chose très simple, et c'est quelque chose que je condamne même souvent chez nous les Camerounais. C'est-à-dire, pendant trop longtemps, on a baigné dans cet imaginaire de l'État, l'imaginaire du fonctionnaire. Mais celui qui sort d'un établissement et qui sait qu'il va trouver un travail, parce que l'État est là, vous pensez qu'il a vraiment la fibre entrepreneuriale? Vous l'avez. Il y a un problème avec ce que vous dites, hein, parce que c'est plutôt le contraire. On retrouve beaucoup de personnes diplômées qui travaillent dans les marchés, qui essayent de se lancer dans l'entrepreneuriat et qui ne sont aucunement accompagnés par l'État ou ne restent pas Surtout que l'ENAM est quasi inaccessible pour les personnes lambda. Justement, ce que j'étais en train d'expliquer, c'est que cet esprit d'entreprise-là, c'est-à-dire le fait qu'on sache que même si on a un diplôme, on ne va pas trouver un emploi dans un ministère ou dans une agence, ça a amené les Camerounais à être plus résilients, à savoir qu'ils peuvent créer de la richesse eux-mêmes et employer des gens. Ce qu'ils font par exemple. Attention, vous pouvez demander aux gens d'être résilients et ils sont résilients au point de se couper les hanches avec la ceinture. Non, monsieur. Justement, lorsque vous voulez que des gens soient entrepreneurs, vous changez de paradigme en fait d'éducation. Vous ne parlez plus essentiellement des gens de la A, etc., mais vous envisagez une formation non plus seulement diplômante, mais une formation qualifiante, technique, qui peut permettre à quelqu'un de... Mais permettez... Vous avez évoqué l'hypothèse que on pourrait avoir des terres agricoles, à moindre coût, ou alors à moindre coût. À des prix intéressants. À des prix intéressants. Je rappelle que lorsque vous voulez faire une exploitation agricole sérieuse, vous ne prenez pas tout votre argent pour le mettre dans cette exploitation. Vous avez besoin d'un titre de propriété qui permet à ce que la banque vous accompagne. Et c'est ce que moi je dis. Je dis si la procédure d'obtention du titre foncier n'était pas si fastidieuse, si onéreuse, on n'en serait pas là.
là. Moi, par exemple, je pourrais investir 2 millions pour acheter un terrain et ne pas avoir à investir les mêmes 2 millions pour avoir un titre foncier et aller à la banque pour chercher de l'argent. Je vais revenir, puisque le temps presse, je vais revenir sur ces 2 ou 3 points que tu as évoqués tout à l'heure, mais Alex peut d'abord prendre la parole. Alex, la parole, allez-y. Écoutez, j'ai sur des choses qui me font pas du mal à la tête, parce que je respecte quand même le docteur Fouet, mais vous savez, le RDPC a une faiblesse, le bilan économique. Ils ne peuvent pas défendre le bilan économique. Parce qu'on peut épiloguer le bilan économique sur plusieurs aspects. Tout est économique en fait. Ils vont nous perdre sur la liberté, sur la démocratie, sur les choses futiles. Mais quand on parle de bilan économique, ils se perdent. Un cas très simple. Monsieur Riffouni fait comprendre sur le plateau que l'État est un mauvais acteur économique. C'est qui est faux. Bien sûr que c'est faux. C'est qui est faux. C'est faux. Mais il a totalement faux. L'État est un acteur économique important. Parce que l'État sert, d'abord, l'État est consommateur, l'État passe ses commandes, donc l'État consomme parce qu'il passe ses commandes, l'État également rengorge les flux financiers, il redistribue. L'État aussi est un acteur social. Donc il ne peut pas venir dire que l'État est un acteur économique, non. Parce qu'en fait, c'est tout ça. l'État a toutes des fonctions. L'État a même pouvoir de fonds. Parce que le trésor public, c'est comme une banque, c'est la banque de l'État. Donc, il ne faut pas venir dire que l'État est une banque économique, c'est faux. Parce qu'il faut nous dire comme sur le plan économique, vous avez réduit les fonctionnaires camerounais. La fonction publique camerounaise est poreuse, il n'y a pas assez de fonctionnaires. Il faut plus de fonctionnaires. Je vous ai toujours dit qu'une ville qui a assez de fonctionnaires vit parce qu'on paye les salaires. Quand on paye les salaires, c'est qu'on donne des revenus à ceux qui travaillent. Et ces revenus-là, ils vont donc le redistribuer en consommant. Ça fait donc vivre la cité. Donc une ville peut être greffée seulement autour d'une fonction publique. C'est-à-dire que si vous allez dans une ville comme Banga, vous créez là-bas, vous mettez à Banga le ministère de la Défense, avec tout son personnel, Banga va se développer. Parce que ces fonctionnaires seront des acteurs de consommation et ils auront donc des revenus qui vont provenir de l'État. Vous comprenez un peu? C'est qu'en fait, dans l'imaginaire de M. Riffoé, pense que l'État consomme juste. Non, l'État est aussi acteur de production. Ne pensez pas que l'État consomme seulement, non. Parce que tirer les revenus des impôts, c'est une production que l'État fait. L'État n'est pas seulement acteur de consommation. Parce qu'en fait, pour que vous puissiez investir, pour créer des richesses, il faudrait que l'État mette sur pied des politiques incitatives qui vont donc amener des gens à produire. L'État lui-même produit. Et quand on vient faire comprendre sur ce plateau que les entreprises sont fermées parce qu'il n'y a pas de bilan, encore une fois, je vais vous rappeler, je ne sais plus Nobel actuellement, on ne le juge plus, on ne le juge pas la capacité d'une entreprise étatique sur le bilan, sur le fait de dire que l'entreprise a gagné 100 milliards, 10 milliards de performants. Non, ça c'est plus le cadre privé pour les actionnaires. L'État ne crée pas une entreprise parce que l'État veut forcément que le bilan soit positif. L'État crée une entreprise parce que c'est l'aspect social. L'État dit aide à la personne, aux populations. Si je crée une entreprise dans telle localité et que cette entreprise réussit à fonctionner, même si je dois subventionner cette entreprise, qu'elle crée de l'emploi, que l'entreprise peut créer des écoles, que l'entreprise peut avoir un rôle social, que l'entreprise peut faire vivre la zone, alors l'entreprise a rempli sa mission. Or, en termes de bilan, vous avez estimé que l'entreprise est mauvaise, la privatisation, ce qui est faux. Vous comprenez? Donc, de ce côté, une entreprise n'a pas seulement, une entreprise étatique n'a pas seulement vocation à avoir un bilan positif. Parce que le bilan positif voudrait donc dire que c'est l'ultralibéralisme. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que les richesses ont été mal redistribuées. Quand en fait, les populations n'ont pas eu accès aux richesses et que ce sont ceux qui ont les actions, qui ont gagné et qui ont donc pris cela pour eux. Ce n'est pas seulement ça l'État. L'État peut créer des entreprises pour un pan social. Ça veut dire des choses de très importantes. Sur qu'il y a des secteurs qu'on ne doit pas privatiser. L'énergie. Comment peut-on expliquer que vous allez privatiser l'énergie? Il manque seulement que nous coupe la lumière pour vous rendre compte que c'est un pan de souveraineté important. Hein? Vous privatisez le secteur des télécoms, les données personnelles. J'ai suivi encore hier, c'était dans un pays européen où Facebook a été taxé à une amende de 1000 milliards. Non, c'était au Kenya. C'est au Kenya. Non, c'est en Europe. 1 milliard de dollars, vous comprenez un peu, qui est presque le budget d'investissement du Cameroun. Parce qu'il y a eu fuite des données personnelles, parce qu'ils ont pris les données personnelles des Européens et les ont transférées aux États-Unis. Mais vous créez dans les entreprises, vous confiez ces données personnelles-là aux entreprises étrangères. Donc, pour ce pan de souveraineté, vous comprenez un peu, avoir une entreprise camerounaise étatique qui contrôle le domaine de souveraineté et vient donc dire que parce qu'on voulait avoir une rentabilité qu'on a privatisée est un faux discours.
Parce que la souveraineté, cette souveraineté-là, quand nous perdons cela fait perdre en termes de sécurité énormément de biens de France CFA. Donc, il ne faudrait pas que le NDPC vienne dire aux Camerounais et vienne dire que la fonds publique camerounaise doit embaucher. Au niveau de la sécurité, nous avons peu d'agents de sécurité. Vous allez chez moi, Blom Sadi, où vous avez au commissariat du 12e, moins de 30 policiers pour presque 10 000 habitants. C'est qui est vraiment faible, monsieur Rufoué. L'État, donc, en tant qu'acteur économique, devrait donc avoir même 500 policiers à Blom Sadi. Pour ça, et quand on embauche donc, l'État est donc créé d'emploi. Vous allez dire où proviennent les ressources. Monsieur Rufoué, les ressources sont toutes disponibles. Vous comprenez un peu. Donc, ce discours-là, de dire aux Camerounais que tout le monde doit être à la fonds publique, il faut que les gens aient à entreprendre, est un faux discours. Maintenant, je vais revenir donc sur un autre plan. Vous avez dit quelque chose qui m'a intéressé. La politique d'exportation. On peut développer une économie à travers l'exportation. Bien sûr. Oui, à travers l'importation. Dubaï a 2 volets. Exportation des matières premières, du pétrole, gaz et pétrole. L'autre, ils importent. C'est un port. Une zone transitaire. Donc, ils importent et ils redistribuent. Donc, tout dépend des petites mises en œuvre. Vous avez quelque chose d'intéressant. C'est qu'au Cameroun, 90% des autres exportations de nos revenus qui proviennent de matières exportatives sont minières. C'est vrai. Et c'est très dangereux parce qu'en fait, quand on exporte des produits miniers, okay, tout ce qu'on le bois, tout ça, c'est qu'on ne crée pas la valeur ajoutée. Vous comprenez un peu? Parce qu'on devrait d'abord transformer. Et ça, ils ont échoué. C'est-à-dire qu'ils prennent ça brut, ils prennent la bille de bois, ils exportent pour l'extérieur, mais brut. Et cette bille de bois revient au Cameroun 100 fois plus cher. Parce qu'ils ont refusé de créer des valeurs ajoutées sur des produits locaux. J'avais une question pour vous, Alex Nguépi. La longévité au pouvoir du président Biya n'est-elle pas un gage de stabilité pour le pays? Non, oui, ça c'est le bilan socio-politique que je devrais venir dessus. Vous comprenez un peu, je vais venir dessus. Mais sur le plan économique. Donc, pour dire que ce plan-là, ils ont échoué. Vous avez, je vais aller sur la politique foncière, effectivement. Vous avez échoué. Quelle politique foncière est-ce que le NPC a mis sur pied? Que votre gouvernement a mis sur pied? Aucune politique foncière. J'ai eu à dire, moi personnellement, politique foncière, on devrait appliquer les méthodes du Rwanda. C'est-à-dire, on dit, en zone urbaine, aucun Camerounais ne devrait avoir plus de 500 mètres carrés. Zone urbaine. En zone rurale, aucun Camerounais ne devrait avoir plus d'1 hectare. Si on commence à faire cela, on va assainir le secteur foncier camerounais. Parce que le problème, c'est qu'au Cameroun, des gens ont 3 000, 10 000, 15 000 hectares. Les gens achètent des villages entiers et l'accès à l'immatriculation est tellement coûteuse, onéreuse, que la basse population n'a pas accès. Ce n'est pas le petit Camerounais qui vit, le Bensunnais qui vit à Missoké, qui fait problème. Vous comprenez? Ce n'est pas la banque qui vit à Dedo qui fait problème. Le problème, ce sont les gens qui sont allés acheter des titres fonciers, 3 000 hectares, 10 000 hectares, et qui sont les amis de M. Rifoué, qui font partie de son parti politique. Donc, il y a tellement d'échecs qu'on peut se mettre à citer et pleurer toute la journée. Alors, si par exemple ce bilan sur le plan éducationnel, mais c'est le seul pays où moi j'ai fait la série E, ce matin encore dans notre forum, je suis tenu de Dakwasi, nous disons que mais KCE, c'est une série de prostituées. Parce qu'en fait, on vous forme sur 40 matières, au final vous sortez avec aucune compétence. Vous comprenez un peu? Et vous voyez donc que ce bilan d'éducation, même le CEP, les diplômes, sont fabriqués en France. Vous imaginez, monsieur, on parle du plan public, que le CEP que ma fille compose doit venir de la France. Mais comment peut-on défendre le bilan de M. Paul Biya? Ce n'est pas possible. Je vous dis, c'est un échec. Si on travaille sur le plan sécuritaire, rien que l'existence de pas beaucoup de renforcement de la guerre du Nozo prouve que le bilan sécuritaire est un échec sur tous les plans. Alors, Monsieur Daniel, le professeur et politologue Stéphane Akowa estime qu'il manque à l'opposition un projet politique qui aurait pour objectif de convaincre la classe moyenne. Êtes-vous d'accord avec ces propos? Je suis en partie d'accord avec cette assertion. C'est pour cela que nous avons, à un moment donné, ou si vous vous rappelez bien, demandé à ce qu'il y ait, au sein de la classe politique de l'opposition, un certain nombre de débats pour que ceux qui aspirent à diriger ce pays disent aux Camerounais pour quelles raisons ils veulent remplacer M. Biya. Parce que si le seul projet de société c'est Biya must go, we must replace Biya, il y a un problème. Il y a
que les Camerounais doivent exposer, ceux qui veulent diriger ce pays doivent exposer aux Camerounais ce qu'ils veulent faire. Mais permettez-moi une petite digression, parce que lorsque le docteur Rifo dit que... il dit même en sibylline hein, que les Camerounais ou alors l'État n'aurait pas la capacité de gérer une entreprise au point de dégager du bénéfice. Je rappelle que c'est une insulte parce que la régie du terminal à conteneurs qui est gérée seulement en régie depuis 2021 a dégagé un excédent brut d'exploitation de 55 milliards en 2022. Donc ça veut dire qu'il y a la possibilité que les Camerounais puissent gérer des entreprises publiques et faire du bénéfice. Le problème, il minimisait l'impact du budget tout à l'heure. Je rappelle que lorsque vous dirigez un État, vous avez un certain nombre d'instruments entre les mains. La politique budgétaire, la politique monétaire, la politique sécuritaire, etc. Pour ce qui est de la politique budgétaire, nous sommes en 2023 dans une configuration où 60% de nos recettes sont destinées au fonctionnement. 22% de nos recettes sont destinées au service de la dette. Donc, le taux d'investissement d'un pays qui aspire à l'émergence en 2035 est de 18%. Bien entendu, nous ne pouvons rien faire à ce rythme-là. Nous avançons comme une cistude. Nous ne pouvons rien faire. Mais Alex Guépi disait tout à l'heure que sur d'autres plans, le RDPC peut nous battre. Non, sur le plan politique, ils ne peuvent rien démontrer. Je ne suis pas nihiliste, il y a une réussite dans le parcours du RDPC. C'est que M. Biya et le RDPC auront réussi quand même quelque chose, à faire en sorte qu'ils affûtent, qu'ils affinent leur machine à conserver le pouvoir de sorte qu'ils ne puissent jamais le perdre. Je rappelle qu'avec le code électoral qui existe actuellement au Cameroun, même Jésus-Christ de Nazareth, s'il était camerounais, il ne pourrait pas battre M. Biya. Et votre président Cabral Libby pense justement qu'il faut réformer le système électoral. Entre autres, mais bien sur sûr. Le plan politique, parce que le président de la République, je vous le disais, répondant à un journaliste français, a dit que j'aimerais qu'on se souvienne de moi comme quelqu'un qui aura amené au Cameroun, entre autres, le progrès, mais aussi la démocratie. La démocratie implique un certain nombre de valeurs, un certain nombre d'éléments, un certain nombre d'indicateurs. On ne peut pas parler de démocratie dans un pays où il n'y a pas séparation entre les trois pouvoirs, l'exécutif, le judiciaire et le législatif. Démonstration. Le président de la République est le président du Conseil supérieur de la magistrature. Le président de la République nomme le ministre de la Justice, nomme les magistrats, etc. Et donc, il inférieur du pouvoir judiciaire. De la même façon, il y a une curiosité camerounaise. Le Sénat, qui est la chambre haute du Parlement, ne peut pas se réunir, M. Nguépi, en session ordinaire s'il n'a pas l'aval du président de la République. D'ailleurs, il ne peut pas se réunir en l'absence du représentant du pouvoir judiciaire, du pouvoir exécutif. C'est impossible. C'est dans les textes fondateurs du Sénat. Dans ces conditions, vous pensez que si le pouvoir exécutif inférieur le législatif et le judiciaire, est-ce que nous sommes en démocratie? Ça, c'est une première question. La deuxième question, sur le volet de la dévolution du pouvoir. Je vous ai dit que le code électoral tel qu'il est fait là actuellement est fait à la mesure de M. Biya. Il est impossible de le battre. On nous dit, et je sais qu'il va l'évoquer tout à l'heure sur le plan politique, la liberté d'expression. Comme si la liberté d'expression voulait dire pouvoir parler à la télé un soir et ne pas avoir un pistolet sur la tempe. Non! Il y a quand même que dans ce pays, des gens sont embastillés du fait de leurs opinions. Il y a quand même que les organisations internationales continuent à épingler le Cameroun comme étant l'un des pays où la liberté d'expression est le moins en vogue. On a été classé 134e voilà. dans le classement permettez, mondial. je vais finir, Alex, avec un élément sur le plan sécuritaire. Parce que M. Biya a dit, je vous ai dit qu'on juge un homme politique sur la base de ses prouesses. M. Biya a dit, à côté de Sergio Mattarella, le président de l'Italie, qu'il est un mendiant de la paix. Oui. Mendiant de la paix. Je n'évoque pas Boko Haram parce que c'est une crise extérieure. J'évoque la crise du nord-ouest et du sud-ouest, qui depuis 2016 a entassé plus de 7000 morts. M. Biya est encore président de ce pays. Je rappelle qu'en 1982, lorsque M. Biya prend le pouvoir, il n'y a pas ce genre de crise. Mais surtout, il faut l'évoquer, chaque 1er octobre, il y avait dans la zone anglophone des soubresauts, ces petits mouvements-là qui faisaient craindre qu'un jour, ça va finir par exploser. Un dirigeant qui aurait de la suite dans les idées aurait tout simplement endigué cette montée de la résistance en ramenant ces enfants sur une table en leur disant
John Boufoncha et les siens ont accepté de vivre avec le Cameroun francophone depuis 1961, alors c'est la seule destination que nous devons avoir. Au lieu de quoi, on a pensé depuis 2016, alors que nous appelons à ce que les gens passent au dialogue, on a pensé qu'on pouvait mater une résistance. Ce n'est pas possible. Il n'y a au monde aucun exemple où un pays a réussi à mater quelque chose qui est dans les esprits par les armes. Je ne demande pas que l'armée dépose les armes, c'est elle et elle seule qui a le droit d'avoir les armes. Ce que je demande, c'est qu'il y ait une conjonction d'action entre la volonté de garder l'État du Cameroun fort sur toutes ses frontières et sur tout le territoire, mais aussi, je disais, la conjugaison du dialogue. Parce que lorsqu'on fait un semblant de dialogue comme ce qu'on a fait en 2019, en décembre 2019, et que 62 résolutions en sortent, aujourd'hui, en 2023, il y a à peine 3 qui sont mises en œuvre. On peut quand même soupçonner ceux qui nous dirigent de ne pas vouloir endiguer cette crise. D'accord, docteur Rifoué, la prochaine question est pour vous. La crise, justement, dans le Nozo n'est-elle pas une conséquence de la mauvaise gestion sociopolitique de notre pays? Bon, écoutez, la situation dans le nord-ouest et le sud-ouest, c'est une situation particulière et il faut toujours en référer à l'histoire pour bien la comprendre. Damien, qui connaît assez bien le sujet, a volontairement tronqué sa présentation pour essayer de duper ceux qui nous écoutent. Il faut rappeler que le premier épisode de remous dans cette zone date de 64, le second de 79. C'est-à-dire que ce n'est pas la première fois. Voilà, les choses n'ont pas commencé, en 2016. D'accord. Et en 79, il faut que je rappelle, parce que cet épisode est important, en 79, c'est le président Ahidjo qui est encore au pouvoir, le président Biya est Premier ministre. Quand il y a des remous, il y a des sérieux remous en 79, il y a une commission qui est mise sur pied. On a tous suivi, M. David Aboué-Machoyi le rappelait, parce que lui, il était rapporteur de la commission qui avait été mise sur pied pour connaître de ce problème-là. Donc c'est un problème ancien, mais qui couvre toujours, c'est-à-dire vous avez des périodes... Si vous me permettez, sans vous interrompre, oui. Vous avez oublié que M. Paul Biya, pour la République, a été médiateur. Mais jusqu'à avant 69, donc, il faut rappeler au Camerounais que M. Paul Biya est au courant de ces remous. On est d'accord là-dessus. J'indique bien et je reprécise que le président Biya, qui était Premier ministre, était membre de cette commission, ainsi que Mme Dorothy Ndjema. Donc ce n'est pas un problème nouveau. Oui. Autre élément qu'il faut bien avoir présent à l'esprit. Bien sûr. Non, mais ça témoigne justement de la complexité. S'il y a des remous en 64, il y en a en 79. Et je rappelle qu'en 1997, à Kumbo, il y a 15 morts. Donc, les gens qui sortaient le 1er octobre, ils ne sortaient pas toujours avec l'arbre de la paix, puisqu'ils ont tué 15 personnes en 1997. 15 personnes en 1997 dans cette zone-là. Mais c'est un problème qui est complexe et je ne pense pas qu'on puisse le régler avec un coup de baguette magique. En 2016, malheureusement, vous avez des entrepreneurs du chaos qui se sont dit, qui ont utilisé les réseaux sociaux pour monter des gens. Moi, j'ai la chance d'aller régulièrement dans cette zone-là. Et j'ai discuté avec les gens. Mais qu'est-ce qu'on racontait aux gens pour qu'ils acceptent de se livrer à ce à quoi on a assisté et qu'on voit les horreurs qu'on a vues? Mais on disait à certains, vous voyez le poste de police là? Dès qu'on va prendre l'indépendance, c'est vous qui serez les policiers là-bas. Donc ces gens-là, on va les chasser. Désormais, c'est vous qui ferez la police. Vous voyez le poste de gendarmerie là? Dès qu'on va prendre l'indépendance, c'est vous qu'on va chasser. Donc, il s'était dit, à partir du moment où c'est nous qui allons être les autorités, il faut tout faire pour chasser ces gens. Mais je peux... Mais vous êtes quand même conscient que cette instabilité dans le nord-ouest, sud-ouest cause de sérieux problèmes à toutes les populations qui ont dû se déplacer. Même en matière d'éducation, il y avait un bon nombre d'écoles qui formaient des personnes qui sont louables dans cette zone-là et qui sont totalement fermées. Il y a eu beaucoup de destruction. Vous savez quand même que c'est pas... Bien entendu. Oui. Il faut commencer par saluer l'action vigoureuse de notre armée. Parce que si l'armée n'était pas intervenue là-bas, on sait tous qu'ils avaient décidé de faire de Buea leur capitale que de Ground Zero, il fallait conquérir Buea. Mais c'est parce que l'armée est intervenue avec fermeté que ça n'a pas pu se faire. Et
je peux le dire ici, un certain nombre d'établissements qui avaient fermé depuis ont rouvert en 2022. Ouais. Donc, il y a du mieux sur ce front-là. Mais est-ce que vous ne pensez pas que les revendications des anglophones étaient légitimes? Quand vous avez... Écoutez, les revendications, à partir du moment où elles émanent des populations, sont toujours légitimes et doivent être entendues. Mais moi, je rappelle toujours aux gens que, vous savez, aux États-Unis, le gouvernement peut dire, parce que ce sont quand même des policiers, les policiers américains ont tué 200 000 Noirs. Mais les Noirs américains n'ont jamais pris les armes contre leur gouvernement. Mais ces revendications... Parce qu'ils ont le droit d'aller dans les rues et de manifester leur mécontentement, par contre. Je n'ai pas le sentiment qu'au Cameroun, on n'ait pas le droit de le faire. Hein. Ah non, on refuse les manifestations. Non, ne faites pas justement. Comme si c'est un secret, peu importe le sujet. Hein. Non, on refuse que les gens prennent la rue, peu importe la raison. Sauf quand il faut chanter les lois. Je suis désolé, il y a un certain nombre d'acteurs politiques pour lesquels, effectivement, lorsqu'ils font des demandes de manifestation, il y a une méfiance. Mais c'est lié au type de mots d'ordre qu'ils font circuler. Dans un État démocratique, on ne refuse pas Si. Le président du PCRN a toujours montré patte blanche. Il n'y a aucune explication à ce qu'on lui refuse. Je ne suis pas en train de parler, Damien. Mais nous avons essuyé une vingtaine, depuis le début de cette année, nous avons essuyé une vingtaine d'interdictions de manifestations. Je vais y arriver, encore que ce n'est pas le sujet, mais j'aimerais rappeler à ceux qui nous écoutent que... ceux qui ont fait l'objet d'interdiction de manière systématique, le MRC organise leurs manifestations un peu partout depuis un certain temps. Mais pourquoi? Parce qu'ils sont rentrés dans le jeu républicain. Oui, une ou deux fois, on peut regretter que les autorités administratives n'aient pas autorisé le PCRN à organiser ces marches. Mais ça ne signifie pas que ce sont des interdictions systématiques. Le principe, encore aujourd'hui, c'est que les marches doivent se faire, les manifestations doivent se faire. À partir du moment où elles sont pacifiques, à partir du moment où il n'y a pas de mot d'ordre séditieux, parce qu'il ne suffit pas de dire que les manifestations sont pacifiques. Mais le principe reste celui-là. Et je crois qu'aujourd'hui, que ce soit le MRC ou le SDF, ils organisent leurs manifestations. Elles sont même souvent encadrées par les forces de maintien de l'ordre. Ce n'est pas une faveur, elles doivent l'être. Et les choses se passent bien. Donc, il n'y a pas de raison pour que les gens prennent les armes parce qu'ils veulent faire des revendications. Et je rappelle qu'en 1985, le président de la République avait indiqué que désormais les Camerounais n'auront plus à prendre le maquis pour s'exprimer. Nous sommes dans un pays où quand vous voulez dire ce que vous voulez dire, vous le faites. C'est d'ailleurs à rappeler que la manifestation... Avec ce que M. Atangandi vient de produire, là, oui, mais j'allais y venir. C'est d'ailleurs... parce qu'il y a une liberté qui semble excessive ou dont nous ne prenons pas suffisamment la mesure. Là, je suis d'accord. Avec les réseaux sociaux, tout le monde se permet de dire et de faire n'importe quoi. Tout le monde a la parole et ça, c'est problématique. Malheureusement, il ne faudrait donc pas qu'on fasse un usage disproportionné de ces mesures-là parce que justement, on peut vouloir faire des règlements de compte sous le prétexte que X ou Y aurait des discours. Je pense que ce n'est pas le but premier. Le but, c'est d'atténuer la désinformation, de donner quand même l'impression aux gens que il y a une situation qui est quand même assez grave et qui menace la paix sociale parce qu'on a des entrepreneurs de la haine qui veulent liguer des groupes communautaires les uns contre les autres. Et je crois que beaucoup d'acteurs politiques se sont demandé ce que faisait le gouvernement. Mais je comprends ton inquiétude parce que tu nous dis il ne faut pas qu'au prétexte de lutter contre cette montée de la haine, ce qui est totalement inacceptable. Voilà, qu'on bâillonne les gens, mais il faut lutter de manière résolue contre la haine et les entrepreneurs de haine qui sont en train de vouloir prendre en otage notre espace public. Alors, Alex Guépi, la longévité au pouvoir du président Biya n'est-elle pas un gage de stabilité pour notre pays? Oh oui, c'est un gage de stabilité. Il faut juste analyser la situation sociopolitique qui se passe actuellement. Alors, on est sur le plan sécuritaire parce que le docteur a épilogué sur l'aspect sécuritaire. Il veut lui dire que l'aspect sécuritaire qu'il a épilogué, là, pour les plans qu'il arrangeait. Venir faire comprendre que c'est un problème difficile à régler. J'ai dit que c'était un problème complexe. Complexe et qu'il faut baganager peut-être, mais il faut aussi reconnaître aussi les origines de ce problème. Il faut qu'on se le dise au départ du État fédéral. OK? À partir du moment où l'UNC, qui est l'émanation dont le NPC émane, a décidé de passer à l'État unitaire décentralisé en 1972 sans forcément avoir l'assentiment réalisant. Parce qu'il faut qu'on dise que malgré le référendum qui est organisé,
où on a eu à peine 112 personnes qui ont dit non. C'est-à-dire même Staline a même fait mieux que ça. C'est-à-dire que 99,99% de oui, même Staline n'a pas fait mieux que ce référendum-là. Et ce que M. Riffoy a dit qu'en 1979, effectivement, c'était dans les vérités de ce référendum. Il faut même dire que lorsque ce référendum a eu en 1972, les chefs d'État ne sont pas venus au Cameroun pour le lancement de l'État unitaire camerounais. Parce qu'ils ont estimé que c'était un mauvais référendum, que c'était mal organisé. Il faut qu'on se dise droit dans les yeux. Et c'est là où tout est parti. Déjà qu'en 1962, vous continuez à envoyer toute la gendarmerie à Boya, à Limbé, pour maintenir la sécurité. Alors que dans leur culture, ils ne connaissent pas ce système de gendarmes. Ils savent que c'est le policier. Quand il y a un problème, on part devant le juge, on résout le problème. Vous avez déjà commencé, vous avez commencé à retirer la commande l'ordre dans une anglophone. Ça fait renaître cette vérité. Et John Gouffon a écrit des livres dessus. Il vous a averti. Et quand les accords de Fumban, qui prétendaient, qui disaient qu'il fallait un président francophone, un premier ministre anglophone, d'un vice-président anglophone, lorsqu'en 1972, vous décidez de créer le poste de Premier ministre en 1975, et vous mettez un francophone à la place d'un anglophone, ben vous avez commencé par tromper les anglophones. Donc, ce qui s'est passé en 1979 n'est qu'une résultante de ces accumulations. Maintenant, le président de la République en 1964, il faut qu'on se le dise, en 1961, il est haut fonctionnaire camerounais. Il n'en savent pas peut-être cela. Poulbia est haut fonctionnaire camerounais en 1961. En 1964, il fait partie de la commission sur le fédéralisme camerounais. En 1964, dites-le aux Camerounais, c'est passé en 1979. En 1964, en 1979, il intervient en tant que Premier ministre. Mais en 1964, il est nommé dans une commission. Donc, c'est un problème qu'il connaît à cœur. Il était l'homme idéal pour résoudre la crise anglophone. Il était l'homme idéal. Lorsque vous évoquez les événements qui sont passés, vous allez parler de la conférence 1 et 2 de 92 et de 93 à Boya et à Bamenda. Il y a des résolutions. D'ailleurs, ce qui s'est passé en 96, la loi constitutionnelle de 96, devait être l'aboutissement de la conférence de 92-93 et des réformes tripartites. Mais vous n'avez pas mis le conseil comme il se devait. Une loi à votre mesure, jusqu'à ce jour, n'existe pas. Depuis 1996, elle devrait exister. Donc, vous avez agi, vous avez gouverné selon votre calendrier à vous. Vous n'avez pas tenu compte des aspirations des populations, de leur bien-être, de la situation sécuritaire. Et aujourd'hui, vous dites qu'il faut une baguette magique. Non, moi je suis un socialiste, je suis un fédéraliste. Nous vous disons que vous avez échoué. Aujourd'hui, la solution se trouve dans le fédéralisme. Nous sommes clairs. Depuis notre naissance, le 26 mai 90 d'ailleurs, notre anniversaire c'est ce 26 mai, nous fêtons nos 33 ans d'existence, le SDF. Donc, nous sommes morts, nous avons perdu 15 militants par piétinement, le 26 mai 90. Toujours parce que nous vous disons qu'il y a des vérités socialistes qui sont en train d'être vues à combat et qu'il faut résoudre. Vous avez envoyé nous bousculer, 15 personnes sont décédées, vous avez dit que non, c'était mort par piétinement. Donc, si vous n'avez pas de solution, parce qu'on entend parler de M. Riffoy, nous n'avons pas de solution sécuritaire, nous avons des solutions sécuritaires, nous avons la solution sur le fédéralisme et nous allons prendre cette solution. Maintenant, toujours parlant de sa longévité au pouvoir, vous savez, M. Riffoy, allons-y sur un autre domaine. Nous avons assisté aussi sur votre magistère la montée des discours haineux. Mais ce n'est pas la faute du PCRN, ce n'est non plus de la faute du SDF qui a cette montée de discours haineux. Non, c'est la faute de notre gouvernant. Et qui est notre gouvernant? C'est un parti politique qui gouverne, c'est le RDPC. Vous avez presque institutionnalisé le tribalisme d'État au Cameroun. Parce qu'en réalité, vous comprenez, moi j'ai des enfants au sud, je visite le nord Cameroun. Les Camerounais vivent en harmonie et en paix. Mais vous avez commencé par prendre des résolutions qui font que les Camerounais sont différents, ne peuvent pas vivre entre eux. Manipuler les masses pour des choix politiques. Vous avez commencé par manipuler l'administration camerounaise pour des choix politiques. D'ailleurs, par exemple, de la fête du 20 mai, pour ces choix politiques,
J'ai été molesté au 20 mai, au boulevard, au bord de mer. J'ai été molesté. Au 20 mai Dernière, j'ai été molesté. Vous comprenez? Parce que vous avez donc des hommes en tenue qui pensent que le 20 mai est au service du RDPC. Qui, quand on voit un Camerounais qui est ambianté du SDF-PCRN, on se dit n'est pas Camerounais. C'est pas sa fête. Donc, ça les énerve même comme défilant. Quand on voit un militant du RDPC en tenue du 20 mai, qui est supposé être la fête de tous les Camerounais du Dieu national, ils se disent donc que c'est la fête du RDPC. Et je vais vous dire, j'ai vu les hommes en tenue se filmer avec les militants du RDPC. J'ai demandé à un commandant là-bas si on pouvait prendre une photo, il a refusé. Il ne voulait pas apparaître sur une photo avec un SDP militant du SDF. C'est ça que vous avez fait au Cameroun. Et ça fait partie de votre bilan. Il faut qu'on se le dise. Personne ne tue. Tout le monde doit accepter cette réalité-là. Que même ce bilan-là, vous avez échoué. Lorsque vous décidez, on ne sait sur quel prisme, en parlant de la protection des minorités, vous dites qu'un Camerounais qui est né à Douala, qui a vécu à Douala longtemps, ou à Yaoundé, ne peut pas être maire de la ville. Mais vous avez commencé par créer une inégalité entre les Camerounais. En disant qu'on protège les minorités, ce n'est pas ça la protection des minorités. Parce que vous voulez manipuler les masses, faire croire que dans une ville donnée, c'est des Camerounais qui viennent, sont des halogènes et veulent prendre la place d'autres Camerounais. Et vous oubliez qu'en amont, nous sommes tous des Camerounais. Nous sommes tous égaux chez nous, nous sommes tous partout chez nous. Et la politique foncière, qui est encore votre échec, si aujourd'hui, on passe à la politique foncière, parce qu'il y a effectivement un problème dans les grandes villes, Douala, Yaoundé, Gaoundéré, même Kribi, parce que vous avez fait disparaître des villages. Vous comprenez un peu? Un village comme Deido, comment peut-on comprendre que les Deido, ceux qui sont à Deido, n'aient pas accès à la terre? Ce n'est pas de la faute du Benskiner ou d'Abba Amsalam, non. C'est parce que vous avez échoué dans vos politiques d'habitat. Vous comprenez? Vous aurez dû repenser à l'habitat de manière à ce que faire la conception du village, d'un village peut-être ultra urbanisé, mais qui reste village, créer des centres culturels à Deido, promouvoir les constructions en altitude pour que chaque habitant de Deido qui veut un logement puisse avoir un logement, pas forcément une terre, mais peut avoir une terre partagée, parce que la zone est petite. Mais on doit faire croire que tous les Camerounais vont vivre à Deido et donc créer donc une exaspération des couches sociales. Alors que le problème foncier n'est même pas dans Douala. Le problème foncier, c'est dans les périphériques, avec vos amis qui ont 30, 40 000 hectares. Donc, il faudrait qu'on se dise que votre bilan ne peut pas être défendu à aucun point. C'est-à-dire que quand on regarde le bilan du NPC de son président, j'ai l'impression que le tribunalisme d'État a été institutionnalisé. Mais bon, on ne va pas vous refaire le reproche. Alors, mais pour sortir, si on va sur le plan de la santé, comment peut-on comprendre qu'au 22e siècle, 21e siècle, nous ayons encore des femmes qui sont séquestrées dans nos hôpitaux parce qu'elles n'ont pas la seule à coucher et qu'elles n'ont pas de quoi payer? Ça veut dire, de un, ces femmes n'ont pas de source de revenus. De deux, il n'y a aucune politique sociale. Pourtant, il y a une ministère des Affaires sociales, il y a un ministère de la famille, pour tous, la santé, exemple. tout ça. Mais les femmes sont encore séquestrées dans les hôpitaux. Et elles sont des Camerounaises. Même si elles sont des Camerounaises, elles vivent au Cameroun. Donc elles sont acteurs économiques. Mon Dieu! Et j'ai vu la fête du 20 mai. Quelqu'un, votre Sénacom, Amor Cole, a sorti une très belle photo, je juste à le féliciter, où il a dit le pays des grosses prados. Il a illustré sur sa page Facebook des grosses prados. Tellement de grosses prados, mais nous avons des femmes qui n'arrivent pas à sortir à Quintini, tandis que notre ministre de la Santé est ailleurs pour promouvoir pour tous. Mais le plus important, c'est que vous, RDPC, vous devez être franc. Quand on se dit des yeux dans les yeux, on se dit le système ultralibéral que vous avez imposé au peuple camerounais a échoué. Aujourd'hui, il faut passer à notre système. Et nous, à SDF, nous disons le système socialiste. Il faudrait redistribuer les revenus à toutes les couches de la société. Il faudrait que les entreprises camerounaises ne pensent pas qu'elles doivent seulement payer les impôts, payer les taxes afférentes, payer les salaires. Non, les entreprises camerounaises doivent être aussi acteurs sociaux et elles doivent incorporer leur personnel dans l'actionnariat d'entreprise. Elles doivent
permettre aux Camerounais d'avoir accès aux actions d'entreprise pour que ces Camerounais-là bénéficient de la plus-value due aux dividendes des actions, due aux bénéfices. Donc, si vous avez tellement échoué, donc soyons clairs, votre bilan, sincèrement, je me pose des questions. Alors, docteur Rifoué, pourquoi malgré les nombreuses propositions de réforme du code électoral, le système reste inchangé? Pourquoi? Non, mais, écoutez, il me semble que le système électoral que nous avons en 2023 n'est pas celui que nous avions en 1991 et 1992. Il a progressé? On a eu ONEL 1, on a eu ONEL 2, on a ELECAM aujourd'hui. Au départ, ce sont les préfets, les sous-préfets qui organisaient les élections. Aujourd'hui, on a un système où c'est une agence indépendante qui le fait. Il y a donc une progression. Qui nomme le chef de cette agence indépendante, selon vous? Non, mais qui? Il est nommé par le chef de l'État. Vous voudriez que ce soit qui? Que ce soit le bon Dieu? Bon, ça ne peut pas être le bon Dieu. Nous sommes en République. Il faut donc que ce soit le président de la République qui le nomme. Ce qui n'obéit en rien son indépendance. Parce que le plus important, c'est que ces responsables fassent leur travail en toute indépendance. De la même façon, et je réponds par le même fait à Damien, de la même façon que les magistrats assis sont indépendants, bien qu'ils soient nommés par le président de la République, parce qu'ils jugent en leur âme et conscience. Donc, le fait que vous soyez nommé par le président de la République, ça ne signifie pas que vous êtes nécessairement tenu par ce dernier ou par les administrations. Je comprends qu'il y ait une volonté d'un certain nombre d'acteurs politiques de voir le système électoral amélioré. Mais je note aussi que dans un certain nombre de pays où l'opposition a remporté les élections, on n'avait pas modifié le code électoral. Hein. On peut réformer sans toutefois... Nous sommes d'accord là-dessus. Oui. Mais ce que je veux dire simplement, c'est que certains veulent masquer leurs insuffisances devant un code électoral qui serait à l'origine de leur malheur. Non. Si les Camerounais ne votent pas pour les formations d'opposition, c'est peut-être parce que leur offre leur semble pas en adéquation avec leurs aspirations. Alors, mais Daniel, vous n'allez donc pas mettre ça sur le compte du code électoral qu'il faudrait réformer, comme si, en réformant le code électoral, vous aurez les Camerounais qui subitement voteront pour vous. Non. Moi, ce que je dis à mes amis de l'opposition, c'est aller vers les Camerounais, essayer de les convaincre, parce que ce n'est pas le code électoral qui vote, ce sont les Camerounais. Et le RDPC a convaincu les Camerounais, selon vous? Non, mais pour le moment, effectivement, nous réussissons à convaincre la majorité de ceux qui vont aux urnes de nous faire confiance. Vous savez, le vote, il peut être un vote d'adhésion, c'est-à-dire je vote parce que je crois dans le projet qui m'est soumis, ou un vote par défaut, c'est-à-dire que je me reporte sur un choix parce que je considère que c'est le moins mauvais. Dans les deux cas, le RDPC reste la formation politique qui remporte le plus de suffrages à chaque élection jusqu'aux élections de 2020 qui ont permis au PCRN d'avoir 5 députés et de diriger, je crois, 7 communes. Alors, Daniel Macon, justement, ce qu'il dit, ses propos m'amènent à vous poser cette question. Est-ce le RDPC qui, de par ses stratégies ou alors sa longévité, est une machine écrasante, ou alors, parce qu'on a l'impression que l'opposition recule, ou alors qu'elle est faible? Bien, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait une réussite dans le parcours du RDPC, c'est qu'il aura réussi, permettez la tautologie, de conserver le pouvoir pendant 41 ans. Mais je vais vous prendre une ou deux images pour que vous compreniez l'essence, ou alors l'origine, je veux dire, des réussites du RDPC. Je rappelle d'abord au docteur Rifoué qu'à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Le RDPC lui-même sait qu'il vainc sans péril depuis un certain nombre de temps. Je vous prends un ou deux cas. Le premier élément, c'est les dernières élections, les dernières consultations électorales dans le nord-ouest et le sud-ouest. Il est notoire que ces deux zones sont acquises au fédéralisme. Alors, le SDF, qui est un parti politique porteur d'un projet fédéraliste, faisait face au RDPC,
qui est porteur d'un projet d'un État unitaire décentralisé. Le RDPC a quand même réussi à battre le SDF dans ces zones-là. J'espère que vous voyez là où je veux en venir. Première chose. Deuxième chose. Non, mais c'est l'Amérique qui a voté pour eux. Hein. C'est même pas les... Non, vous ne... Oui. Monsieur Guépi, ce que j'essaye de dire, c'est que ces résultats ne traduisent pas la réalité du terrain. Ça ne vaut rien du tout. Le RDPC a réussi à faire, lors de la dernière élection en 2018, 97,8% à Kaikai, 88,7% à Moulvoudaï. Dans ces deux parties du pays, on ne dort pas de la nuit, mais surtout les femmes, elles ne dorment pas de la nuit, parce qu'elles doivent s'aligner pour chercher de l'eau. Vous imaginez le péril sur leur mari, le péril sur ces femmes elles-mêmes et sur les enfants. Mais le RDPC réussit quand même, lui qui est aux affaires depuis 41 ans, à remporter des élections là-bas avec des scores soviétiques. Non, madame. Et le docteur Rifoué vous dit que... Ça vous semble invraisemblable? Le docteur Rifoué vous dit que depuis 1985, le président Biya réussit toujours à rempiler. Et il ne fait même pas un détour sur 92 pour reconnaître qu'à 92, ils ont perdu les élections. Et ils ont pris le pouvoir de force. Ah non. Non, le RDPC ne gagne pas la Cour suprême. Le RDPC dit bien que nous étions devant le SDF d'une tête. Non, non, pas du tout. Le RDPC ne gagne pas toujours. Mais c'est un petit... Pour moi, c'est avouer que cette élection, pour moi, c'est quand même énorme. Pour moi, c'est un débat périphérique. Parce qu'en même temps, j'accuse le RDPC, mais en même temps, je reconnais qu'au sein de l'opposition, on a un certain nombre d'efforts à faire. Pourquoi il n'y a pas de coalition de l'opposition, comme on le voit au Gabon, comme on le voit dans d'autres États africains qui s'unissent justement pour faire front au parti au pouvoir? Qu'est-ce qui se passe au Cameroun avec l'opposition camerounaise? 2019, 7 candidats de l'opposition au Congo font face à l'actuel président de la République. Ils s'organisent et disent qu'ils vont le battre. La veille de l'élection, un fait défection. Les 6 autres restent en course. Résultat des courses, les 6 ont 6%. Celui qui a fait défection a 17%. Le président a le reste. Mahamad, l'ancien président, le maréchal Déby Itno, fait face à un très grand opposant dont le nom m'échappe. Et cet opposant réussit à coaliser avec d'autres forces politiques de l'opposition. Kebzabo, merci. Et résultat des courses, alors qu'ils avaient deux candidats de l'opposition, Kebzabo avait réussi à réunir autour de lui 19 autres candidats. Il a eu moins de 30% des votes et le maréchal Déby l'a battu à plate couture. Je crois que la candidature unique de l'opposition n'est pas une panacée. Je ne suis pas contre la candidature unique, mais je crois que ce n'est pas une panacée. Je suis d'accord que lorsque, pendant 41 ans, un seul homme a dirigé sans partage, il est fort louable que des gens envisagent de coaliser. Je pense que vous pensez que la coalition n'est pas une bonne idée parce que les élections sont à un tour. Parce que quand les élections sont à 2 tours et que la coalition se fait au moment du 2e tour, les choses sont beaucoup plus évidentes, croyez-moi. C'est parce que les élections ici sont à un tour, c'est ça qui pose peut-être problème. Je dirais tout le contraire. Les élections à 2 tours, personnellement, me posent un problème. Là, ce n'est pas le parti camerounais pour la réconciliation nationale qui parle, c'est Macron qui parle. Les élections à 2 tours me posent un problème. Lorsque vous avez Mélenchon, Le Pen et Macron qui vont à une élection, Le Pen et Macron passent au 2e tour. Mélenchon est obligé de demander à ce que l'on vote pour quelqu'un, à se rallier à quelqu'un. Sauf que les positions, l'idéologie, les positions de Mélenchon sont diamétralement opposées à celles de Macron, diamétralement opposées à celles de Mélenchon, de Marine Le Pen. Résultat, en 2017, tout comme en 2022, Mélenchon ne demande pas de voter pour M. Macron. Il demande de ne concéder aucune voix à Le Pen. Parce qu'il est face à une impossibilité de choisir l'un des deux. Je pense que le 2e tour est quelque chose qui dénature la force ou alors l'idéologie que porte celui qui a perdu au 1er tour. Mais permettez-moi une petite digression parce que c'est un débat très intéressant, celui du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Je fais mienne l'analyse de Alex Nguépi dans sa grande majorité et je rappelle que la crise dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest n'est pas sécessionniste. C'est une crise autonomiste. Des gens qui, pendant un certain moment,
ont vécu en tant qu'État fédéral. Bien sûr. Et qui ont la nostalgie de l'État fédéral. Madame Bala, permettez-moi cette petite historicité. Après le référendum d'autodétermination de février 1961, on va à Fumban, en juillet 61. Je rappelle que le président Amadou Ahidjo va à Fumban, fort de ce qu'il a été, qu'il a remplacé l'ancien Premier ministre Mbida en 1958, qu'il a accompagné le Cameroun vers les indépendances en 1960, le Cameroun français en 1960, et qu'il a été élu en 1960, en avril 1960, premier président de la République du Cameroun. Il a face à lui John Goufoncha, qui, dans sa propre formation politique, est contesté, et les alliés le contestent aussi. 3 jours avant la conférence de Fumban, le président Ahidjo donne sa mouture de constitution au président, à M. Foncha, qui n'a même pas le courage de la partager avec ses alliés. Le jour, le 17 juillet, le premier jour de la conférence, le président Ahidjo leur dit « Je vous ai donné ma mouture de constitution, alors entrons dans le débat au fond ». Tous se tournent vers Foncha, qui leur dit justement « J'avais reçu, mais bon, je pensais qu'on devait commencer à l'étudier ici, au fond ». Ça a été quelque chose de fondamental dans ce que les anglophones voulaient porter. En août 1961, la constitution de l'État fédéral est acceptée et en octobre, nous sommes dans l'État fédéral. 1972, deuxième entourloupe, le président de la République d'alors, M. Ahidjo, je rappelle qu'en 1961, les anglophones qui n'avaient pas tout eu avaient quand même réussi à mettre dans la constitution l'intangibilité du caractère fédéral de l'État du Cameroun. Et le président Ahidjo, bien conseillé, a dit « Le seul maître en démocratie, c'est le peuple. Le peuple qui fait peut défaire. » Si le peuple a dit en 1961 que le caractère fédéral de l'État est intangible, il peut dire en 1972, parce que c'est lui le maître suprême, le peuple, il peut dire via un référendum que l'État peut passer à un État unitaire. Il passera donc par référendum. De ce point de vue, du point de vue juridique, c'est acceptable. Sauf que ce référendum sera vécu par les anglophones comme un deuxième coup de poignard. Alex Guépi parlait alors de la tripartite de 91, dont les résultats auraient dû être implémentés ou alors mis dans la Constitution de 1996. Là encore, M. Biya a refusé. La rotation du pouvoir n'a jamais eu lieu, telle qu'elle avait été souhaitée par les anglophones. Résultat des courses. Les gens vous disent, ils ne vous ont pas dit que nous ne voulons plus être au Cameroun. C'est au fort de leur désespoir qu'ils vous disent « Attention, s'il n'y a pas d'autre solution, tant qu'à faire, laissez-nous aller dans un autre État. » Mais je pense que la majeure partie des populations de la zone anglophone, ce n'est pas Alex Guépi qui me dira le contraire, est fédéraliste, veut rester au Cameroun, mais est fédéraliste. Elle veut que la décision ne soit plus prise à Yaoundé. Lorsqu'on veut construire une école, lorsqu'on veut construire une toilette, lorsqu'on veut construire une gendarmerie, qu'on n'aille pas attendre la décision de Yaoundé, qu'on puisse prendre la décision à partir du terrain. Et je sors avec cette petite digression lorsque le docteur Rifo disait qu'on a dit aux gens, lorsqu'on va chasser la République, c'est vous qui serez policiers, c'est vous qui serez gendarmes. C'est une mauvaise caricature. Mais en fait, c'est ce que ça voulait dire. Parce que lorsque vous prenez votre destin en tant qu'État fédéral ou alors région autonome, vous avez la possibilité de gérer votre santé. Vous avez la possibilité de gérer certains pans de votre sécurité, pas tous les pans, parce que la sécurité est du domaine régalien de l'État central. Mais il y a un certain nombre de choses justement qui vous reviennent, un certain nombre de décisions qui vous impactent au quotidien, que vous pouvez prendre. Et donc c'est ce que les anglophones demandent. Oui. Je pense que, je finis par là, me voici donc à Douala, de M. Biya. S'il était remplacé par « me voici donc à Bamenda », 90% de la crise anglophone serait résolue. Parce que ce sont des enfants qui demandent à parler à leur papa, lui exprimer leur souffrance. Nous avons le BIR, nous avons... Mais au vu des choses, c'était un peu dangereux pour le président de s'aventurer en zone anglophone. Attention, madame, non, le contexte de « me voici donc à Douala » n'était pas plus favorable. Attention, nous avons le BIR, c'est ce que je voulais dire. Il suffit de décréter un état d'urgence de 2 jours. L'armée prend les choses en main.
s'organisent pour que la sécurité soit au maximum. Je ne souhaite pas que la sécurité de mon président soit mise en péril. Non, ce n'est pas ce que je souhaite. Mais je sais que l'armée camerounaise peut garantir les conditions de sécurité qui permettront à M. Biya d'aller sur le terrain et de dire à ces jeunes compatriotes, mes enfants, je vous ai écouté. Calmez-vous, je rentre sur Yaoundé avec ce que vous voulez bien m'envoyer. Nous allons ensemble discuter et trouver une solution. Je pense que s'il le fait, une décrispation viendra sur le terrain. Parti pour le président Biya, je pense que le maréchal Idriss Déby est allé sur le front quand on a annoncé qu'il y avait la guerre quelque part et il s'est pris une balle en pleine tête. Hein. Donc je pense que c'est souvent, pourtant c'est un maréchal. C'est une histoire plus qu'alambiquée, madame. Oui, on vous dit qu'un maréchal est sur le terrain. Vraiment, je ne veux pas entrer dans des affaires qui peuvent heurter la sensibilité des populations de notre pays. Mais attention, on vous dit qu'un maréchal est sur le terrain. Et qu'il a été... Il faut rester prudent sur le sujet. Surtout que nos frères tchadiens ont récemment été échaudés par l'épisode Savannah. Je ne souhaite pas qu'on en rajoute sur ce plateau. Je suis le conseil de l'aîné. D'accord. Alors, Alex Nguepi, beaucoup réclament le changement, l'alternance. Comment imaginez-vous un après Biya? Un push, l'armée qui essaye de maintenir la stabilité, ou alors qu'est-ce que vous imaginez de l'après Biya? Oui, l'après Biya peut se sur plusieurs scénarios. Hein? C'est-à-dire qu'on peut avoir plusieurs scénarios. Parce que l'après Biya, en principe, devrait être 2025. 2025, M. Biya Paul devrait se représenter ou pas. Et le LP devrait proposer un candidat avec le SDF et d'autres partis politiques qui devraient, et le peuple devrait choisir souverainement son président. Ça, c'est le scénario idéal. Hein? Mais quand on regarde ce qui se passe avec les différents clans, on se dit l'après Biya, d'abord, il y aura l'après Biya et le RDPC. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'il y aura des batailles énormes dans le RDPC. Des clans vont s'entre-déchirer. Déjà, quand on voit un peu ce qui se passe, j'ai suivi pas plus tard aujourd'hui une vidéo d'un membre du RDPC, du Grand Nord, qui criait au secours, hein, qui était en danger de mort. Hein. Je ne vais pas parler du ministre qui a été lâchement empoisonné. Jusqu'à ce jour, on n'a pas encore trouvé les auteurs. Tout ça, c'est l'après Biya. Hein. Je ne vais pas parler de 707, je ne vais pas parler de la Kangate, tout ça. Des documents qui fuient sur les réseaux sociaux, c'est après Biya. Covid-Gate aussi. Covid-Gate, tout ça. Mais l'autre après Biya, c'est Franck Biya. C'est Franck Biya parce qu'aujourd'hui, Franck Biya est devenu l'homme. Les journaux ont titré ce matin. Hein, ce matin que Franck Biya, en fait, il y a plus de courage après le Franck Biya. J'ai été molesté, je vais vous dire, du côté du boulevard du 20 mai. Du boulevard 20 mai. Parce que les franquistes étaient là, il y a MPCE, quelque chose comme ça. Et ils avaient des hauts, ils ont retourné les hauts. Je suis hors des policiers. Quand je venais, on disait non, retournez vos hauts. Ils ont retourné les hauts. Au moment de défiler, le SDF le plus fort peloton après le RDPC, c'était notre peloton. J'étais en dernière ligne. Lorsque nous défilons donc, ils ont sorti nos militants et c'est moi qui étais en pantalon jean. J'ai posé la question à ces gars de la sécurité. Mais les franquistes qui ont défilé là, avec les hauts retournés, ou bien ils ont défilé, ils étaient là, ça fait quoi d'eux? Il m'a quand même intimidé. Et comme les gens disent que ça laisse Guépi et consorts, ils sont venus, ils m'ont pris par la taille, ils m'ont molesté. J'ai compris qu'il y avait un sorte d'arrangement sur le franquisme. Ce n'est pas de mauvaise guerre. Franck Biya a le droit, il faut qu'on se le dise, d'être cassation présidentielle. Je n'ai rien contre cela. Vous comprenez? Mais ce que je refuse, c'est qu'on commence à imposer en fait son image au peuple camerounais. Vous comprenez? Franck Biya, je suppose, est militant du RDPC. J'ai suivi le dire. OK? Donc, M. Franck Biya, au moment venu, s'il remplit les conditions d'éligibilité voulues par le RDPC, alors Franck Biya pourra concourir au sein du RDPC, prendre la tête du RDPC et d'après les remettre du RDPC, être candidat naturel du RDPC. Et dans ce cas, il aura la légitimité d'être candidat présidentiel du Cameroun. Ça, c'est le bon scénario que moi, en tant qu'opposant, en tant qu'homme politique, je ne vais jamais m'y opposer. Je dirais, il est Camerounais, il jouit de ses avantages, de tous ces privilèges-là, et peut donc concourir à l'élection présidentielle en tant que militant du RDPC, comme du RDPC. Oui. Mon combat, par contre, sera sur l'électoral. Sera qu'il
il faudrait que la décision de choisir le roi, pas le roi, le serviteur du roi, parce que le roi c'est le peuple. Le président de la République est le serviteur du roi. Le serviteur du roi, que cela émane de la volonté du roi. Et que les jeux soient clairement établis, que ceux qui vont prendre part à cette élection, notamment notre candidat, le candidat du SDF, parce que notre n'a pas encore de candidat, il faut qu'on se dise, nous allons au primaire. Le SDF ira au primaire et va désigner son candidat. Nous irons au congrès dans quelques mois pour désigner le président du parti, qui n'est pas automatiquement le candidat du SDF. Il faut qu'on le dise aux militants. Maintenant, en 2025, nous irons au primaire, il y aura un congrès extraordinaire où nous allons élire notre candidat à l'élection présidentielle 2025. Donc, notre parti sera représenté. Alors, nous allons veiller à ce que les règles puissent être purement établies. Donc, après, bien, serait ça le bon scénario. Franck bien pourra, mais qu'on respecte les règles. L'autre scénario serait l'armée, et c'est même ça qui est effrayant, bien sûr. Parce que l'armée n'a jamais arrangé un pays. L'armée détruit. L'armée détruit. L'armée n'a jamais arrangé un pays. On voit ce qui se passe au Mali, etc. L'armée détruit. Je ne vois pas l'armée qui a aidé ce régime à se pérenniser, qui est en train de faire ce qu'ils font avec de bons. J'ai des amis qui sont dans l'armée et qui, grâce à eux, se sont en sécurité, c'est grâce à eux. Mais c'est des publics galeuses parmi eux. Mais je ne vois pas l'armée, il faut qu'on dise au Camerounais. L'armée, c'est l'enfant du peuple. Ce n'est qu'un des enfants du peuple, l'enfant le plus musclé, qui a plus de muscles. Je ne vois pas en quoi est-ce que celui qui a le plus de muscles vient commander la famille parce qu'il a le muscle. Celui par la famille, c'est celui qui est sage, celui qui est intelligent, celui qu'on a choisi. Non, c'est ça, c'est ce scénario que les gens ont peur, nous avons peur. Nous espérons que le président de la République va avoir un moment de retenue et va dire qu'est-ce qui est bien pour le peuple camerounais. Quel est l'intérêt du peuple camerounais? Qu'est-ce que je veux qu'on retienne dans l'histoire pour le peuple camerounais? C'est ça qui est important. Tout ce que les gens sont en train de faire aujourd'hui, de différents clans, je dis, ça n'engage que eux, ce n'est pas le plus important. Maintenant, je vais faire une discrétion qui me paraît importante sur, rapidement, s'il vous plaît. Sur ce que M. Foy a dit, les magistrats sont nommés et que les magistrats, non, vous savez, en démocratie, ok, dans les règles de la démocratie, lorsque vous nommez, vous avez ascendance sur la personne que vous nommez. Vous comprenez? Vous avez pouvoir sur la personne. Le simple fait que le magistrat soit nommé par le président de la République enlève toute vérité d'indépendance à ce magistrat. Aussi simple que ça. Comme à Elecam, vous pensez? Bien sûr, c'est pareil. Les magistrats doivent doivent avoir, comme j'ai dit pour le CNC, que le CNC ne doit pas être l'organe étatique, mais l'organe des journalistes, pour légiférer les journalistes. Les magistrats doivent avoir leur chambre à eux, que seuls les magistrats gèrent leur carrière avec le président de la Cour suprême. Tout simplement. On n'a pas besoin de pouvoir exécutif d'y entrer à l'intérieur. Le pouvoir exécutif n'est que l'administration de la magistrature, tout simplement. Mais la justice est dans notre peuple camerounais et il est incarné ici par les magistrats, le peuple, et les magistrats l'exercent, le rendent au nom du peuple. Et le président de la Cour suprême, peut-être aussi la Cour constitutionnelle, sont les plus hautes autorités. Maintenant, pour sortir de la discrétion, rapidement, s'il vous plaît. Le code électoral, actuellement, il est mauvais. Je suis d'accord avec vous. Il est mauvais. OK? Mais je dis, le problème aussi de l'élection, c'est le code électoral. Je suis d'accord avec vous. Mais il faut aussi avouer que le code électoral que nous avons proposé, nous, SDF, PCN, NS, autres, n'était pas si bon que ça. J'assume, je suis du SDF. N'était pas si bon que ça. Nous avons écrit là que tel parti a proposé. Non. Nous devons incorporer à la société civile les coopérations. Si nous ne mettons pas le code électoral, le système d'élection des candidatures indépendantes. Si nous ne permettons pas à madame, qui est une femme publique, de pouvoir être candidate à une élection, nous aurons échoué. Elle ne sera pas exercice politique. Il faudrait que les corps de métier, les benskinners, les journalistes, les corporations puissent avoir le droit de prendre part aux élections sans être influencés politique. Parce que c'est ce que de l'État nous avons proposé. C'est apparu comme une entente entre les partis politiques. Nous avons voulu faire croire au Camerounais que seuls les partis politiques ont le droit de gérer la sécurité nationale. Ce qui est mauvais. Et c'est donc là où le cours électoral a échoué. Donc nous devons donc penser à un électoral dans lequel nous allons inclure la société civile,
nous allons revoir les quotas de prolétariat, c'est-à-dire que la proportionnalité intégrante. Je refuse ce qui a été proposé par le RDPC qui disent que dès qu'un parti est premier, la majorité, il rafle la moitié plus 1, il passe au prolétariat, ce qui est mauvais. Okay? Ça fait à ce que les mairies sont entre les mains des partis politiques. Nous devons seulement dire proportionnalité intégrante. Donc, le parti politique qui arrive en premier, on calcule ses suffrages et après, ils vont donc passer au consensus pour former les mairies. Et aussi, sur l'élection à 2 tours. Pour moi, dans le contexte actuel, n'est pas mauvais. OK? L'élection à 2 tours peut-être a ses défauts, là, c'est bien de décrier. C'est qu'en fait, les alliances qui sont tissées au second tour sont encore nature, c'est vrai. Mais s'il faut imposer une alternance, il faut aller aux élections à 2 tours. Parce que le discours que nous donnons aux populations camerounaises, et nous sommes l'opposition camerounaise, que nous faisons croire aux populations camerounaises qu'il faut forcément une coalition des candidats des partis politiques. Quand nous le disons, ça arrange le RDPC. Ce discours-là, le RDPC aime ce discours. D'ailleurs, il s'arrange à ce que chaque jour nous le disons. Parce que quand nous le disons, le jour qu'il y a élection, et que le PCD a un candidat, le MSC a un candidat, le SF a un candidat, le NDP a un candidat, ils vont dire, vous avez vu, non, ils n'arrivent pas à s'entendre contre nous, donc votez-nous. C'est mauvais. Moi, je pense que nous pouvons aller aux élections, chaque parti politique peut aller aux élections, et proposer un candidat et battre le NDPC. Parce que je ne vois pas sur quelle base, c'est logique, sérieuse, le NDPC peut gagner une élection. Sur ce point, je vous rejoins. Nous allons nous attendre, aller aux élections, essayer de ne pas tirer sur nous, de l'opposition, comme tout à l'heure c'est passé à le MRC qui est à le SDF, que je regrette. J'espère qu'on va avoir les meilleurs sentiments avec eux, avec le MRC, j'espère, et battre notre adversaire, parce que c'est le NDPC qui a pillé ce pays. C'est le NDPC qui met dans cette situation. C'est le NDPC qui ne veut pas améliorer la condition de vie des Camerounais. C'est le NDPC qui ne voudrait pas que les Camerounais aient un bien-être. Parce que le but du politique, c'est de permettre aux populations d'accéder au bien-être. Et quand on n'a pas atteint cela, alors on a échoué. Merci Alex. La dernière question, parce que nous sommes pris par le temps. Docteur Ifoué, beaucoup réclament le changement. Quel sera l'après-Biya, selon vous? Non, mais écoutez, il y a 2 scénarios. Je suppose que... Au pas de course, s'il vous plaît. Le président avait bien indiqué qu'il y a l'hypothèse qu'il se représente. Et s'il a envie, bien entendu, les statuts du parti sont clairs. À 80 ans, 93 ans, vous pensez que c'est... Je dis, les statuts du parti sont clairs. Si le président a envie, le Il président du RDPC est le candidat naturel. Oui. C'est ce que nos statuts disent. Maintenant, dans l'hypothèse où il choisit de rentrer au village, bien évidemment que nous lui poserons la question, mais qu'est-ce que tu nous recommandes? Parce que c'est lui le fondateur du RDPC, il a été au pouvoir pendant longtemps. Il ne faut pas penser qu'on ira au Congrès sans lui avoir posé la question de savoir qui est-ce que tu nous recommandes. Donc effectivement, le Congrès se tiendra pour désigner un représentant, mais dans cette hypothèse-là, il va sans dire que celui qui l'aura désigné aura probablement les suffrages de nos congressistes, après quoi nous aurons aux élections, puisque de toutes les façons, moi j'exclus toutes les hypothèses qui ont été évoquées par Alex. Il n'y a qu'un seul cas de figure chez nous, c'est le respect de la Constitution. Si le président de la République est empêché, les Camerounais se prononceront pour choisir qui prendra sa suite. Et le président l'a indiqué à plusieurs reprises, il n'envisage aucun autre cas de figure. Donc, ce sont les mécanismes constitutionnels qui feront jouer à ce moment-là. Daniel Macon, dernière question pour vous. Est-ce que vous pensez que le président Biya est encore apte à diriger le Cameroun, surtout sachant que 2023, ça fait 41 ans s'il se représente. En 2025, ça fera 43 ans de règne au compteur du président Biya et il aura 93 ans. N'est-ce pas assez? Ce n'est pas le moment de dire stop, vous pensez? Je veux voir mes enfants grandir. Et donc, je ne vais pas répondre à votre question tout de go. Lorsqu'en 2017, je suis amené à me déterminer pour choisir une ligne politique, j'ai le choix, parce que je ne pouvais pas aller au parti au pouvoir jamais de la vie. J'avais le choix entre le MRC, le SDF et le PCRN. Vous avez commencé quand, vous avez dit? 2017. D'accord.
Alors, le président d'alors, c'était le Univers. J'ai choisi le candidat Cabral Libye parce que sa démarche était moins porteuse d'incertitude. Je suis d'accord avec M. Rifoué pour dire que nous devons prioriser la voie démocratique pour le remplacement de M. Biya. Vous me dites, M. Biya, 43 ans, n'est-ce pas suffisant? Je dis depuis 2018 que depuis 1992, il n'aurait plus dû être là. Donc ce n'est pas en 2025 que je vais dire qu'il est le bienvenu. Je crois fermement, et je suis d'accord avec Alex Nguépi, que nous pouvons battre le RDPC dans les urnes. Nous pouvons battre M. Biya dans les urnes. J'ai fustigé tout à l'heure le code électoral, mais je dois reconnaître, quand on est 1, 2 et 3, et les CAM 1, aujourd'hui les CAM 2, les choses ont avancé. Entre autres choses qui ont avancé, c'est la possibilité d'envoyer dans les bureaux de vote des représentants qui, au même titre que les représentants du RDPC et les représentants de l'ECAM, ont une copie du procès verbal. Ce que je dis aux Camerounais, ce que Alex Nguépi dit aux Camerounais, ce que les autres partis politiques d'opposition disent aux Camerounais, c'est une première chose. C'est que le RDPC sait qu'il a atteint son niveau de saturation. Il n'y a plus un seul Camerounais qui peut s'inscrire sur une liste électorale en 2023 pour voter le RDPC. Ils le savent. Alors ils vont décourager l'inscription sur les listes électorales. Nous, les partis politiques d'opposition, nous en avons fait notre credo. Les Camerounais doivent s'inscrire sur les listes électorales. Première étape. Deuxième étape. Lorsque les élections sont appelées, qu'elles soient anticipées ou à date, les Camerounais doivent massivement aller voter. Troisième chose, et c'est là que je vois la mutualisation sur la surveillance du vote, les Camerounais doivent surveiller le vote. Lorsque cette troisième étape est finie, la quatrième étape, elle nous revient, à nous les hommes politiques, qui sommes à même de donner notre vie. Si ils choisissent M. Nguépi comme président de la République du Cameroun, nous sommes à même en 2025 de donner notre vie pour que la décision des urnes soit respectée. Je demande donc aux Camerounais de se rendre compte que chaque 1er janvier, du 1er janvier au 31 août de chaque année, les inscriptions sont ouvertes. Il faut qu'ils aillent s'inscrire sur les listes électorales, qu'ils récupèrent leur carte et qu'ils sachent que c'est l'élément fondamental qui va faire en sorte que nous battions M. Biya. Nous avons eu 41 ans de gabégie, 41 ans de, je n'aime pas trop le mot dictature, mais 41 ans d'incompétence. J'aime toujours à dire aux gens que je crois que même un illettré pourrait faire mieux que M. Biya à la tête de ce pays. Ah oui. Mais pour cela, il faut que nous nous organisions à le remplacer par les moyens démocratiques qui existent dans notre pays. Si vous votez pour M. Rifoué en 2025 en tant que candidat et que quelqu'un essaye de distordre le verdict des urnes, le Cameroun connaîtra un avenir sombre. C'est pour cela que nous demandons aux Camerounais, je vais finir par là, de s'inscrire massivement sur les listes électorales. Chaque voix compte. Chaque voix compte. Je sors par une petite anecdote. En 2020, nous faisons face à Matom. Je suis conseiller municipal à la commune de Matom. Faisons face à Matom, à 4 mastodontes. L'un à la Sonara, l'autre à, là on fait le sucre, la Sosucam, l'autre au ministère, ministère de quoi là, des Affaires sociales, et l'autre au ministère des enseignements secondaires, je pense, quelque chose comme ça. Il y avait de l'argent à floraison. Mais en face, il y avait une jeunesse convaincue et convaincante. Nous avons appelé nos représentants dans les bureaux de vote. Nous leur avons dit, nous allons conjuguer les éléments de la République aux éléments traditionnels. Nous avons mis une cuvette d'eau, nous avons appelé les Mbombo qui ont fait ce qu'ils ont fait. Nous leur avons dit, buvez. Celui qui vend une voix du PCRN est mort en guerre. Ils ont bu et là, le verdict des urnes a été respecté. À Ezeka, alors que ces mêmes mastodontes avaient décidé que M. Libi Linguenge ne peut pas être député parce qu'eux, ils sont ministres, ils sont etc., etc. Nous avons été au palais de justice à Ezeka avec des bidons d'essence en disant au président du tribunal, si vous dites autre chose que ce qui est sorti des urnes, nous allons mettre ce tribunal à feu et à sang.
les Camerounais ont leur destin. Le maître en république, le maître en démocratie, c'est le peuple. Ne laissez plus le RDPC vous faire croire que ceux qui sont puissants, c'est ceux qui ont des prados. Ceux qui sont puissants, c'est ceux qui sont dans les ministères. Monsieur Nguepi et moi avons une voix, 2 voix. Monsieur Rifoué n'en a pas 4, il n'en a qu'une seule. Nous pouvons battre Monsieur Biya en 2025. Faites-nous confiance, nous avons la solution. Merci. Merci, chers téléspectateurs. C'était Face à vous autour de la thématique Paul Biya, 40 ans au pouvoir. Quel bilan? Merci de nous avoir suivis. Ce programme était très éducatif. Je remercie également tous mes panélistes, Alex Guépi, Dr Rifoué et Monsieur Daniel Macon d'avoir participé à cette émission et pour toutes les informations données sur l'histoire de notre pays. Restez connectés pour la suite des programmes sur Dash Media et n'oubliez pas de continuer de nous suivre sur toutes nos plateformes. Et pour moi, je vous dis rendez-vous mardi prochain autour d'une nouvelle thématique avec de nouveaux panélistes. Excellente soirée. Au revoir.